C'est bien fait, c'est drôle, c'est gore. C'est vraiment gore. Félix, toi t'adores les viscères. Étonnamment, il y a plus de vomi que de viscères dans ce film. Oui, ça, il y a beaucoup de vomi. Ah, ça, t'as dû pour aimer. les gens. Le tout premier épisode, le délire, c'est qu'il y a une bite qui a été coupée, qu'il y a une bite dans des glaçons, et elle doit faire sur. Sa voix de production s'appelle Shondaland. Ce que je trouve iconique. Moi C'est j'adorerais que vraiment ma voix de iconique, prod je suis s'appelle Rita Land. L'acteur est assez formidable, un peu trop beau, je trouve, pour être complètement crédible. Il y a des gens très beaux qui sont à la rue maintenant. Lui, c'est vraiment je suis homme, je coupe bois. Enfin, il y a un truc Ouais, genre. c'est vrai. Ce film m'a fait penser un peu à ma relation avec mon ex. Waouh. Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans l'épisode du jour, le monde du travail est en crise. Send Help, la comédie horrifique de Sam Raimi, bloque une employée et son boss sur une île déserte où l'instinct de survie redistribue les rôles, quand le héros du nouveau Park Chan-wook, brutalement licencié, n'a aucun autre choix, c'est le titre du film, que d'éliminer tous ses concurrents sur le marché pour espérer maintenir son train de vie. Puisque l'industrie du cinéma traverse elle aussi une zone de turbulence, on se demandera s'il faut ouvrir le bureau des réorientations professionnelles pour Emerald Fennell qui signe avec Hurlevent un véritable échec industriel. Et dans une époque où les carrières ne sont plus linéaires et exigent une certaine flexibilité, on s'intéressera à Urchin, le premier long métrage réalisé par l'acteur Harris Dickinson. En toute logique, j'ai du mal, le focus sera consacré à la plus workaholic des showrunneuses américaines, Shonda Rhimes, à l'occasion de la saison 4 de Bridgerton qu'elle produit. Et enfin, carte blanche à Rime qui plaidera en faveur des nanars parce que travailler même mal, ça reste du boulot. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action. C'est bien, j'ai bugué au moins 3 fois dans l'introduction. Ça Oui, mais est-ce qu'on peut inaugure dire une que belle émission. On peut dire que c'est une de tes intros les plus qualitatives depuis un moment, donc il y a peut-être une espèce de Attends, pardon corrélation inversée. Pardon. T'as arrêté d'utiliser ChatGPT. Moi, j'ai été Tu impressionné peux que t'as la réussi à te paumer sur 3 syllabes, quoi. Park Chan-wook. C'est pas non plus. Mais Non, mais bravo, c'est terrible, on va passer une bonne c'était- soirée. On va Bonjour, passer une bonne soirée. Bah oui, à bonjour tous. à tout le monde, parce qu'on entend des voix qui commencent déjà à me critiquer alors que l'émission n'est pas commencée. C'est donc Yuri qui vient de me charger gratos à mes côtés et qui réalise l'émission. Laurent, qu'on a Bonsoir. entendu aussi me critiquer, comment tu vas? Ça va? À l'aise. Félix, Bonsoir. hello, Rim, Charlie, Rita, et on sera rejoint un peu plus tard par Alban et Manon. Donc on est vraiment très nombreux ce soir autour de la table pour parler des actualités du cinéma. On commence évidemment par le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, Dudley? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et avant de lire le courrier, on vous rappelle, comme chaque semaine, de vous abonner sur toutes les plateformes où vous nous écoutez et vous nous regardez, puisqu'on est sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, ainsi que, j'imagine, sur Deezer et plein d'autres belles plateformes. Nous, ça nous aide évidemment que vous soyez abonnés, que vous nous suiviez, que vous commentiez nos contenus, ça nous fait plaisir, que vous nous mettiez des bonnes notes aussi, ça nous fait également plaisir. Et au-delà de ça, ça permet d'être bien référencé dans le classement des podcasts. Voilà, c'est un petit peu le message à caractère informatif hebdomadaire, mais qui fait pas de mal parce que sinon juste personne ne nous écouterait et on serait un peu triste. Bah oui, ce serait très triste. Et puis maintenant sur YouTube où vous pouvez nous voir évidemment, vous pouvez voir nos jambes et jusqu'à présent vous aviez pas de preuve que nos jambes existaient et maintenant vous pouvez voir qu'on a C'est vrai des que c'est une bonne jambes. remarque. Et sauf Elisabeth et Yuri, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Même si, enfin, tu vois, on aurait pu être aussi une équipe très, enfin, tu vois, genre très dans la Il m'arrête diversité. de la fin de ta phrase. Vas-y Laurent. Très dans la diversité, tu vois, on aurait pu être une équipe de gens qui avaient plus de jambes et tout, ça aurait pu être intéressant. Bon, vous êtes en train de parler du fait qu'on a un nouveau setup que vous pouvez effectivement découvrir sur YouTube. Quoi Laurent? Quoi? Non plus, je savais pas où allait la vanne. Quoi. Je te sentais pas vraiment J'ai très pas à trouvé l'aise. le C'est truc. plutôt noir là. Ouais, j'essaie de te sauver en fait là. Je sais pas si tu t'en rends compte. Non, mais c'est pas moi, hein, enfin. On va te couper les jambes pour la peine. Félix, est-ce qu'on a des perchés qui nous ont écrit Je pense cette qu'on va avoir semaine? beaucoup de courriers de déperchés sur cette vanne. Non mais là depuis le début de je sais se pas ce faire qui se passe, je sais pas attaquer si c'est par la un pluie On ou est la un peu fatigue, dissipé. mais c'est On est une un peu catastrophe. dissipé, hein, si je Non peux me mais permettre. c'est ma Alors. faute, j'ai lancé voilà. On va Je bosse remettre mal. de l'ordre et repartir sur Calme-toi de quand bonnes même. bases. Ouais. Ça va pas ou quoi? Du coup, on a Claudine qui nous a écrit, évidemment, pour répondre à Alban sur Un pied d'œuvre. Et contrairement à lui, je trouve que la relation familiale ajoute beaucoup au film. On passe de l'inquiétude des enfants, voire même de la honte, à la fierté du fils, à la fin qui appelle son père pour le féliciter pour son livre, parce qu'il l'a lu et même offert à tous ses potes. C'est très émouvant à ce moment. Larmes aux yeux pour Bastien Bouillon et pour moi aussi. Tu vas répondre parce qu'après elle enchaîne sur autre chose. Je vais un petit peu répondre de manière À l'image, acrobatique. ça va être incroyable ça, parce que je pense que t'as complètement bloqué. Non mais je suis d'accord avec Claudine que la relation avec ses enfants et sa famille a des moments dans le film qui est émouvant. Par contre, ça n'amène rien du tout au récit. Et je trouve même que c'est difficile à croire en termes de
Tout le monde se moque de moi alors que je vous réponds, Claudine. C'est difficile à croire. En fait, cette relation est difficile à croire, surtout parce que narrativement, ça n'apporte absolument rien, je trouve, et c'est dommage. Il y a de la place sur le canapé allemand, n'hésite Oui, pas. t'es pas obligé d'être par terre à 4 pattes. Hein. Sauf si t'aimes ça, évidemment. Les coulisses. Super. Et du coup, sinon, en vrac, Rita Larnac, c'est Paul Newman et pas Steve McQueen. Ouais, là, j'avoue, on a losé. Là, on a vraiment losé. Tu dis on pour dire moi? Non, mais moi aussi, parce que j'aurais dû le savoir, c'est moi qui cite Non, le mais film. en vérité, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est parce que ces deux sonorités sont similaires dans ma tête, mais alors que j'adore Paul Newman et je connais pas Steve McQueen plus que ça. Ah. Et ensuite, Valentin, effectivement, je pense que ça doit se dire Trenke Loken, je sais pas, est en effet un film, donc entre parenthèses, deux films captivants, une expérience cinématographique assez extraordinaire. Donc écoutez sa carte blanche. Et puisqu'on est en train de faire le mea culpa effectivement de la semaine dernière, moi j'ai dit que Eric Ross avait co-signé le scénario du gâteau du président. Effectivement, l'information est toujours sur le Wikipédia français, mais c'est en fait une fausse information qui a été relayée dans pas mal d'articles. Mais en réalité, il produit ça le film. montre où les gens vont choper leur info quand même. Tu veux dire que j'ai mal fait mon travail en lisant la presse et Wikipédia? T'as fait ton travail comme tous les journalistes, ce qui est pas mal. Hein. C'était juste pas payé pour ça, dommage. Mais donc voilà, c'était une fausse information. Oui. Et non, j'allais dire, et je crois que toi, tu as un courrier des auditeurs pour nous, Yuri. Oui, parce que vous avez parlé de film de braquage et j'étais très étonné que vous n'ayez presque pas parlé du film Hit de Michael Mann, qui est pour moi quand même le film de braquage par excellence, où tout tourne autour quand même de braqueurs et de la mise en scène du braquage, de son dispositif comme élément de narration, de préparation, d'amour du danger et d'adrénaline, on va dire, de la mort. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à la thématique du braquage dans ce film, et voilà, j'aurais aimé vous entendre en parler, mais voilà, j'étais pas là, donc je ferme ma gueule en fait. C'est ça, j'allais dire, c'était un bon film, mais tu sais quoi, ça t'apprendra à ne pas être là. Et voilà, moi j'ai mal travaillé aussi. Je pense que je devrais être licencié. Mais là, j'espère que tu vas bien travailler parce que c'est ton moment. C'est le box-office de la semaine. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre? Bon, alors ceux qui ont vraiment bien travaillé cette semaine, c'est la bande à Fifi et leur Marsupilami qui fait non seulement le meilleur démarrage. Le meilleur démarrage, alors je pense que c'est mieux pour notre santé mentale. Il a fait 1 400 000 entrées sur sa première semaine, ce qui est presque autant que le film de Chabat d'il y a maintenant presque 10 ans. Meilleur démarrage depuis l'Astérix de Canet, je crois. Ouais, non, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est un giga carton. Alors, en effet, film pour enfants, famille, vacances, tout ça, ça aide. Il est suivi d'assez loin, avec seulement 400 000 entrées. Je sais pas, moi, j'ai pas d'enfant. On n'est pas encore les vacances de ski. Les gens ont vraiment trop de temps à perdre. Enfin, qu'est-ce que je te dis? Ils sont ensuite allés voir Gourou de Pierre Ninet, et avec Pierre Ninet, puisque. C'est réalisé par Gozlan quand même s'il a produit le film. Qui du coup dépasse le million d'entrées. Faut quand même dire qu'avec l'affaire Bojarski qui est 4e, mais en tout cas ça fait 4 films français sortis depuis le début de cette année, je crois. Si on compte le documentaire, évidemment je n'ai plus le titre, c'est super, le chant des forêts de Vincent Munier, qui dépasse le million d'entrées. Donc on était sur un mois de décembre moribond, on repart sur un début d'année de compétition. Donc c'est comme quoi, quand il y a des films qui intéressent les gens, on y revient toujours, ça fait son petit effet. Le gâteau, c'est toujours un niveau d'analyse très très pertinent qu'on a, mais moi je le valide. Le gâteau du président, lui, alors ça c'est vraiment une excellente surprise, parce que le film fait 100 000 entrées pour sa première semaine, ce qui est vraiment gigantesque pour un film irakien, potentiellement très difficile d'accès, en tout cas pas forcément le plus évident en termes de choix. Et The Mastermind de Kelly Reichardt, dont vous avez parlé la semaine dernière, fait 47 000 entrées sur sa première semaine, sachant qu'il est distribué sur 124 écrans. Il fait une moyenne par copie qui est assez chouette de 376 entrées. Donc visiblement, la bande-annonce du film a quand même plutôt donné envie aux gens de le voir, sachant que 47 000 entrées, c'est plus que ce qu'a fait son dernier film Showing Up. Et il me semble, mais je sais que le distributeur du film nous écoute, donc il nous corrigera dans le courrier si jamais, il me semble que c'est First Cow qui est pour l'instant son film qui a eu le plus de succès, avec plus de 100 000 entrées. Donc a priori The Mastermind devrait dépasser les 100 000 entrées et peut-être devenir le plus gros succès de Kelly Reichardt jusqu'à présent. Écoute, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Tu voulais dire quelque chose, Rita? Non, j'ai dit en France parce que... Ah oui, en France. Oui, non, je parle de la France, bien sûr. On parle exclusivement de la France. Cette émission a mal démarré, mais Rim, tu es là pour remonter le niveau. C'est l'heure de Réviste et Classique. Vous n'êtes plus comme les autres, Delou. Vous êtes un homme cinéma. Pour aller de Lille à Marseille, il faut traverser un certain nombre de villes, Delou. Et bien là, vous traversez un certain nombre de films. Merci Yuri pour ce nouveau jingle qualitatif. Rim, sponsorisé par Cinéman. Évidemment, mais Yann Moix.
si tu nous écoutes. Franchement, j'espère que non. Pas. J'espère que non. Les gars, la pire intro pour Rime. Enfin, c'est terrible ce qu'on est en train de faire. Rim, tu nous parles d'une balle dans la tête ou le sommet de l'héroïque Bloodshed. Oui, tout à fait. Donc, c'est un film de John Woo, sorti en 1990 et qui est ressorti au cinéma la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Une balle dans la tête, c'est un exemple vraiment très représentatif de ce qu'on appelle l'heroic bloodshed, donc un sous-genre du film d'action hongkongais, dont un des chefs de file est John Woo, bien sûr, qui a popularisé le genre avec la trilogie du Syndicat du crime, ensuite avec The Killer, bien sûr, le grand classique, et qui poursuivra avec Une balle dans la tête et à toute épreuve avant de quitter Hong Kong pour les États-Unis. Et Mission Impossible 2. Voilà, Mission Impossible 2, Volte-face. Voilà, bien sûr. Voilà, Broken Arrow aussi, qui est un film qu'on ne cite pas assez, enfin, je crois. Non, je crois qu'on le cite vraiment le bon nombre de fois. C'est vraiment très bien. Une balle dans la tête, il a une place un peu particulière, je trouve, parce que déjà, c'est un des films de John Woo qui fera un four. Une vraie catastrophe au box-office, malgré le fait que c'est un de ses films les plus personnels. Et finalement, un exemple d'Heroic Bloodshed, je trouve très intéressant, puisque l'Heroic Bloodshed, pour rapidement le définir, c'est l'histoire de héros brisés, quelque part, qui se cherchent une rédemption à travers une ultra-violence, et qui donne donc lieu à des scènes très sanglantes. Avec beaucoup de ralentis, des gens qui se tirent dessus en sautant. Voilà, une mise en scène assez caractéristique. Et ce film-là se démarque à la fois par une violence encore accrue, je trouve, par rapport à d'autres films de John Woo. Une noirceur vraiment totale, puisque la plupart du film ne se passe pas à Hong Kong, en fait, mais pendant la guerre du Vietnam. Et donc les trois héros qui en fait se retrouvent là pour fuir les triades hongkongaises se retrouvent pris dans la guerre et se retrouvent complètement dépassés par ce qui leur arrive. Donc c'est un film qui vraiment est d'une mise en scène absolument limpide et je trouve vraiment époustouflante par certains aspects. Les quatre acteurs même, sont tous des superstars aujourd'hui. Hein. On a Tony Leung Chi-wai au début de sa carrière, bien sûr. Ouais, Laurent fait un cœur avec ses doigts. Très bien. Mais aussi Jackie Chung, qu'on connaît un peu moins, mais qui est quand même un super acteur. Simon Yam et Wei Zili encore en méchant. Donc je vous invite vraiment à aller le voir pour lui redonner une place dans la filmographie de John Woo. Enfin, les fans le connaissent bien, mais on le connaît peut-être moins que The Killer ou À toute épreuve. Et je précise que ce film, en fait, sort quelques mois après le début d'une rétrospective, d'un cycle sur des films hongkongais, des films d'action hongkongais qui sont ressortis par Metropolitan Film au cinéma et en édition vidéo, que d'autres d'autres films vont suivre, hein, puisqu'il va y avoir la trilogie du Syndicat du crime le mois prochain, et ce sera, je crois, la fin de ce cycle. Je précise aussi qu'en ce moment, à la Cinémathèque, commence aujourd'hui un cycle également sur le film policier asiatique, Les Indispensables, où sont présentés quelques exemples d'Heroic Bloodshed notamment, dont des films de Ringo Lam, qu'on voit très peu à l'écran. Donc, il faut juste préciser pour les gens qui nous écoutent qu'aujourd'hui c'est le 11 février, peut-être qu'ils nous écoutent un autre jour, mais en tout cas à partir du 11 février, vous pouvez aller voir ce cycle à la Cinémathèque. Effectivement, et donc Une balle dans la tête est visible au Grand Action pour les gens qui sont à Paris. Merci beaucoup. Mais également, tu l'as précisé en format 4K, donc si vous voulez le voir vraiment en grand chez vous, c'est possible également. Oui, dans une très belle restauration. Et le premier film dont on parle aujourd'hui, c'est Send Help de Sam Raimi. On écoute la bande-annonce. I'm going to be frank with you. You are smart. I know that you are great with numbers, but I just don't think you got it. As an executive, I see no value in you. Seul rescapé d'un accident d'avion, Rachel McAdams et Dylan O'Brien se retrouvent coincés sur une île déserte. Pour ces deux collègues que tout oppose, l'heure est venue de surmonter les griefs du passé et de travailler ensemble pour tenter de s'en sortir. J'en dis pas plus, Yuri. En fait, c'est globalement le pitch du film, mais ça va dériver en une espèce de survival à deux sur une plage, avec beaucoup de twists et beaucoup de surprises à la clé.
c'est vraiment, on va dire, tu sens que c'est Sam Raimi qui a envie de s'amuser. On lui a donné un projet avec un budget assez bas, avec on va dire un pitch de film de départ qui est un pur pitch de série B, ouais. de film d'exploitation, où il va prendre 2 comédiens avec lesquels ils vont se payer des petites vacances en Thaïlande, et globalement ils vont juste s'amuser, et tout le monde va prendre du plaisir à faire ce film. Donc ça c'est on va dire pour l'enrobage du truc, et évidemment ça permet à Sam Raimi de renouer avec aussi un peu ses origines de cinéma, qui est vraiment ce cinéma bis d'exploitation un peu gorasse, où il peut se permettre de faire d'aller assez loin quand même dans peut-être citer quelques les viscères. films de cette Evil logique-là, Dead 1, 2, 3 Mort Vif, un truc comme ça, le western qu'il a fait après, bref, et où il a quand même ensuite, si vous ne connaissez pas Sam Raimi, il a fait les 3 Spider-Man avec Tobey Maguire originaux, et du coup c'est quelqu'un qu'on a, je trouve, un peu perdu depuis un certain temps, puisqu'il a oscillé entre marvelerie, film d'horreur avec Drag Me to Hell, la production de suite à n'en plus finir de Evil Dead. Enfin, il y a un peu un moment où je trouve qu'on a un peu perdu Sam Raimi en tant que cinéaste assez, tu vois, assez sale gosse, qui aime vraiment jouer avec ses comédiens, à faire un peu n'importe quoi, à faire des jumpscares un peu gratos, et mettre de la viscère à l'écran. Et du coup là c'est vraiment un vrai plaisir premier degré de le retrouver dans ce registre-là, parce que le film est très malin, très drôle, et on y reviendra plus tout à l'heure avec le film de Emerald Fennell, Hurlevent, mais en fait tu sens que c'est un cinéaste qui sait exactement ce qu'il fait, et je trouve que c'est quelque chose qui est tellement aujourd'hui rare dans le cinéma de divertissement grand public américain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gros plan qui est pas au mauvais endroit, il n'y a pas un plan large qui est pas au bon endroit, il n'y a pas un plan large sur lequel on se demande pas tiens pourquoi il y a vraiment, tout est pensé en termes de grammaire de cinéma. Alors oui, c'est pas un film qui est révolutionnaire, c'est pas un chef-d'œuvre de ce que vous voulez, mais on va dire que bon divertissement tous les moyens qu'il a, il les met en œuvre au bon endroit, et c'est un truc comme ça, tu dis mais en fait ça paraît simple, mais c'est pas si évident. Et du coup, il y a une espèce d'évidence quand le film se déroule qui moi, m'a vraiment fait plaisir. Alors, avec quand même, mais vous allez sûrement revenir dessus, un ventre mou un peu blablateux au milieu, où tu te dis bon, est-ce qu'on pourrait pas un peu plus avancer, et certains twists qui sont un peu énervés. Mais j'ai quand même vraiment apprécié, du point de vue de l'écriture qui est assez bourrine, assez sarcastique en permanence, que le film prenne tout le temps un peu des chemins de traverse, et que notamment sur sa protagoniste admirablement jouée par Rachel McAdams. Et qu'on est content de retrouver Rachel McAdams. Depuis combien de temps on l'a pas vu? Mais j'ai l'impression assez longtemps, mais je crois on se posait la question tout à l'heure, mais je crois qu'elle a produit aussi, enfin ça fait un moment en tout cas qu'on l'a pas vu dans un rôle principal. En tout cas, j'ai l'impression marquant. Et tu sens qu'elle prend ce truc-là à bras le corps, elle joue à fond, elle s'éclate, et du coup c'est vraiment agréable. Et notamment son personnage, je trouve qu'il a une forme d'écriture qui m'a vraiment plu également, parce que on pourrait tomber dans quelque chose, parce que c'est globalement la fin de Sans filtre de Ruben Östlund, c'est le même principe. Il y a un retournement, on va dire, de pouvoir. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le film, à travers le montage, comment il arrive sans ligne de dialogue parfois à inverser les relations de pouvoir au sein de la même scène en 2-3 cuts. Enfin, je trouve ça assez, vraiment, j'étais hyper bluffé par la maîtrise de Raimi, en tout cas dans ce film-là. Et donc bref, je venais sur le personnage principal, qui est que c'est pas un personnage lisse, sympa, vraiment la malheureuse secrétaire qui a subi les pressions psychologiques et verbales de son patron. Elle est authentiquement chelou, et du coup il y a un moment où j'ai pas été aussi mal à l'aise non mais en fait du coup j'ai pas été aussi mal à l'aise devant un film, je m'attendais pas à être aussi mal à l'aise, surtout de la deuxième partie, parce qu'elle est vraiment bizarre. Et du coup il y a un moment où tu te dis je suis pas sûr d'être chaud pour ce qui est en train de se passer. Il y a un truc où tu dis, au début tu dis bon, t'es en empathie avec, parce que franchement elle a pas une vie facile, voilà, ouais. Et puis au bout d'un moment tu sens que la meuf elle a un pet au casque, ouais. Et plus ça dérive vers un truc vraiment authentiquement bizarre, où elle fait des genre waouh non en fait je suis pas ok. Et on était avec Charlie dans la salle, et je témoignerais qu'on se fermait les yeux, on se crispait comme ça sur notre siège, genre oh non, comme ça. Et ça c'est pour toi Félix, pour le montage de début. Et donc on était vraiment, enfin là, moi il y a quand même beaucoup de bonnes surprises dans ce film qui tiennent à la fois à Sam Raimi, au fait qu'il est vraiment en pleine maîtrise de ses moyens, que ça me fait plaisir, et au fait que justement l'écriture est assez fourbe et assez perverse pour
pour quand même me procurer de la surprise. Voilà. Et alors, avant de te donner la parole, Félix, je regarde là la filmographie de Rachel McAdams, et effectivement, en fait, il y a eu Spotlight en 2015, donc il y a 10 ans, et en fait, depuis... Il y a eu Are You There, God, It's Me, Margaret. Voilà, il y a eu Game Night, il y a eu les 2 Doctor Strange, elle joue dans des petits films, il y a eu Eurovision, en fait. mais il n'y a pas eu effectivement de rôle vraiment marquant de premier plan. Et oui, Félix. Les war flashbacks que Félix vient d'avoir. C'était ouais. Mais bon, Félix, toi, t'adores les viscères. Ouais, oui. T'es moins l'Eurovision du coup. Qu'est-ce que ça dit sur toi? Après, toi, t'aimes pas les gens, moi, Laurent, donc calme-toi quand même. Qu'est-ce que je veux dire? Non, en fait, ouais, j'aime bien les viscères. Étonnamment, il y a plus de vomi que de viscères dans ce film. Oui, ça, il y a beaucoup de vomi. Pour les gens qui sont, je sais plus comment on appelle ça, les gens qui aiment. Hémétophobes, voilà, merci. Ouais, c'est très sympa. Franchement, c'est très sympa. Moi, j'avoue que le pitch de départ me faisait un peu souffler parce que je trouvais ça un peu lourdingue, le côté, d'accord, c'est une employée, elle se fait martyriser par son boss et en fait, finalement, les rôles vont s'inverser. On l'avait déjà vu chez Robin Oslug, et d'ailleurs la troisième partie de c'est la moins intéressante. C'est la moins intéressante. Et en fait, ce qui est cool, c'est que Sam Raimi, quand il fait quelque chose, il y va à fond. Et donc du coup, ça devient archi ludique, ça devient hyper rigolo. C'est jamais cynique aussi, et ça c'est hyper agréable parce que toutes les séries B de ces dernières années ont été Netflixisées entre guillemets avec un espèce d'humour méta cynique un peu à 2 balles. Marvelisé, je dirais dans ce sens-là. Ouais, d'accord. Effectivement, la transformation vient peut-être d'avant. Et là, en fait, je trouve que à chaque fois, il y a des moments où c'est des clins d'œil un peu appuyés au spectateur, mais je trouve qu'il le fait toujours dans une logique de comique très incarné. Typiquement, Dylan O'Brien, et je vais revenir dessus parce que c'est pas un acteur que j'aime beaucoup et là je le trouve assez extraordinaire dans ce film-là. Mais parce que tu te trompes sur lui. Tu n'as pas suffisamment regardé Teen Wolf. Ouais, c'est ça. Il est marié en fait à une meuf et cette meuf là est caractérisée par le fait qu'elle a une bague qui brille. Il est financé techniquement. Enfin, il est financé. Et à chaque fois qu'on voit cette bague, parce qu'elle va revenir à plusieurs reprises et je dévoilerai pas pourquoi, la bague brille de mille feux avec plein de trucs. Et en fait, c'est des petits détails comme ça qui font que je trouve que c'est drôle et c'est concret, c'est palpable, c'est pas juste une espèce de vanne de scénario, de machin. Et parce que ça raconte en fait quelque chose, c'est pas juste un gimmick. Exactement. Et ça, je trouve que enfin, il est toujours très fort pour créer un imaginaire et je trouve que étonnamment, même dans ce que tu disais Yuri, dans sa manière d'inverser les rapports de force et en même temps moralement de twister un peu les personnages, etc. Je trouve que il réussit en fait à faire une vraie série B qui a du cœur, un peu entre guillemets à l'ancienne, qui a pas peur justement des effets entre guillemets un peu cheapos, mais qui en fait sont là pour provoquer toujours le rire ou le malaise chez le spectateur. Il y a un espèce de fondu, enfin toute une séquence en fondu enchaîné où en fait Dylan O'Brien éprouve le temps, on va dire, qui passe sans en dire trop, qui est hilarante, enfin à chaque fois. Et puis il fait des gros plans sur eux qui grimacent, ils sont tous dégueulasses. Je trouve qu'il y a un lâcher prise même de la part de ces acteurs qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, qui sont en mode on revient et on fait n'importe quoi, mais on le fait avec intelligence quand même et dans le respect du spectateur. Et ça, je trouve ça hyper agréable. Il y a un gros plan sur un bout de salade au thon au début du film, au début du film qui m'a mis le plus mal à l'aise depuis longtemps. Quoi. C'est vraiment, pour situer la première rencontre entre Dylan O'Brien, qui est du coup le PDG de la boîte, et donc Rachel McAdams, et elle va le voir parce qu'elle essaye de faire bonne impression parce qu'elle est censée être promue vice-présidente et elle vient de manger un sandwich au thon et il se trouve qu'elle a une espèce de truc comme ça au coin des lèvres. Et en fait, toute la séquence, et même en termes de mise en scène, va se focaliser là-dessus et c'est incroyable. Et c'est des petits détails comme ça qui font que le film est malin parce que du coup ça coûte pas très cher et en même temps ça te procure quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions dans la salle. Et je crois qu'à la base Sam Raimi justement avait vendu le film à Sony et Sony refusait de le sortir en salle. Il voulait le sortir pour les plateformes et du coup il a pris son projet et il l'a emmené autre part et c'est vraiment une bonne idée parce que nous, la salle était remplie et vraiment il y a une vraie réaction. Donc si vous voulez y aller avec des potes, je pense que c'est vraiment le bon moment. Effectivement l'écriture est un peu pataude, mais encore une fois j'en sors quand même vraiment enthousiasmé parce que je trouve que c'est hyper fun, c'est décomplexé et en même temps je trouve que ça se tient, c'est même assez touchant par moments. Les deux ils sont assez brillants, donc ouais, je vous encourage à aller voir Send Help, c'est très rigolo. Laurent? Moi, je suis complètement raccord avec ce truc. Je vais pas passer des heures dessus. En vrai, c'est à la fois en effet très bien fait. Tu sens que Sam Raimi, quand même, il en a un peu sous la pédale parce que vraiment en termes de réal et de maîtrise, c'est assez solide. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très cool et tu vois que même sur les effets de zoom, sur les effets de machin, enfin des trucs qui pourraient paraître gimmicky, en fait, à chaque fois c'est bien, à chaque fois c'est marrant, à chaque fois c'est justifié. Je vais un peu reprendre ce que vous avez dit, mais vraiment c'est bien. Moi, le seul petit défaut que j'ai, c'est je vous trouve un peu dur quand vous dites que l'écriture est pataude ou un peu qu'il y a des ventres mous. Je suis pas complètement d'accord. Je trouve que franchement en termes de rythme, ça se tient très bien. Il y a des twists que j'achète un peu moins, que je trouve pas forcément tous très bien amenés ou au contraire un peu trop grillés. Bon.
mais c'est un peu pour pinailler. La réalité, c'est que c'est une super séance. C'est bien fait, c'est drôle, c'est gore. Il y a des... C'est vraiment gore. C'est vraiment gore. Oui, ça prévenons peut-être quand même les spectateurs. C'est gore, et c'est gore pour de vrai, tu vois, avec le côté cartoonesque du truc, qui assume le côté cartoonesque. T'as des vrais moments de jumpscare hyper bien fait. Non, mais c'est-à-dire que c'est un jumpscare, ça peut être tout pourri, ou ça peut être scandaleux, ou ça peut être... Là, franchement, ils sont super. C'est bien, quoi, tu vois, c'est vraiment bien. C'est une vraie bonne série B, marrante, sympa. Si les gens ont envie de voir ça, il faut qu'ils y aillent, il faut qu'ils aillent au ciné aussi, parce que je suis d'accord, c'est des films qui gagnent à être vus au ciné. J'ai une question. Comment vous différenciez, je dis ça en tant que personne qui ne regarde pas de films d'horreur, mais comment vous différenciez, parce que là vous avez l'air de parler d'un film qui est super, pourquoi c'est une série B ? Série B parce que ça n'a pas de prétention, ça n'a pas vraiment... Enfin, en plus, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a un petit sujet sur le monde du travail et tout ça. Parce que c'est comment dire, c'est un concept hyper simple, qui coûte pas super cher et qui du coup est un peu produit en marge d'un gros. Donc c'est un film indépendant. C'est un film de studio. Mais en fait, ce qu'on appelait les séries A, c'était les gros films. Non, ça j'ai conscience. Mais ce que je veux dire, c'est à part ces considérations de budget, parce qu'il y a que en horreur, j'ai l'impression qu'on continue à utiliser ce terme-là. Mais je veux bien qu'on revienne sur ce que c'est qu'une série B. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui savent pas ce que c'est qu'une série B. Parce que ça fait référence aussi à toute une esthétique, à toute une tradition de film dans laquelle le film s'inscrit. Okay. Pour moi, ce qu'on appelle la série B, c'est ce qu'on appelait dans les années peut-être 60, 70. Enfin bon, peut-être que Rim pourra me contredire là-dessus, tu sais ça certainement mieux que moi, mais le cinéma d'exploitation, donc c'est-à-dire vraiment des films qui sont faits pour être balancés devant un gros public, qui sont souvent produits par des... Et souvent plusieurs à la suite en fait, en termes de diffusion. Produits par des boîtes indépendantes qui parfois en fait arrivent à produire le film avant la sortie d'un autre film qui ressemble. Enfin bon, bref, tu vois, c'est ce genre de truc. Et là, c'est vraiment... C'est un film qui est produit avec un objectif industriel de montrer ça à des gens sans l'idée de faire du cinéma d'auteur, sans l'idée d'essayer de construire une espèce d'esthétique ou je sais pas quoi. Qui cherche le spectacle et la viscéralité avant l'analyse, l'intellect. Mais ça, ce que j'essaie le point auquel j'essaie d'aboutir, c'est qu'il y a que dans l'horreur et le cinéma de genre. Non, c'est vrai. On continue de parler de série B. Alors c'est parce qu'initialement la série B n'est... Mais vu que la comédie ne sort plus en salle en vérité, et vu les films dont on parle aujourd'hui, je dis ça aussi parce que en n'y connaissant pas grand chose, je trouve toujours ça intéressant parce que là vous avez l'air d'avoir adoré, et justement le fait que ça soit sans prétention et que ça soit fait comme ça fait que ça aide à votre appréciation, j'ai l'impression. Mais tu vois, quand on a vu cet été Évanoui, non, il y a un pilote dans l'avion, je parle en comédie. Naked Gun, merci. Est-ce que tu l'aurais qualifié de série B ? Non, parce que c'est vraiment plus un film de studio produit comme tel. En vrai, non, mais la différence, elle est dans l'histoire dans laquelle le film s'inscrit, dans les traditions dans lesquelles qu'il convoque. Et en effet, c'est pas une série B, on entend que Sam Raimi est hyper établi comme réalisateur. Et c'est un auteur. Et il y a un gros cast à son actif. Par contre, l'esthétique qu'il va convoquer, c'est plutôt l'esthétique des films de série B des années 80. Là, c'est plutôt vraiment effectivement le fait de s'inscrire dans une espèce de tradition de cinéma, enfin tu vois, où on va reconnaître des références, etc. Mais en effet, et qui recherche pas quelque chose d'edgy en soi. Non. Mais Charlie, c'est bien parce que je vois quand même que cette semaine il y a genre 4 personnes qui se sont mis genre allez Send Help tout de suite, on y va, on voit quelles sont vos priorités de cinéma. Et Charlie, Send Help, ça t'a autant convaincu que tes 3 camarades? Complètement. T'aimes le vomi et les viscères? Justement pas. Et je pense que c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment un peu comme Félix, le pitch, j'y allais un peu à reculons, mais parce que c'est Sam Raimi et que Sam Raimi il a bercé mon enfance, justement avec les Spider-Man, juste comme ça, je me suis dit bon, allons-y. Et en fait, on sent que c'est un film où les gens se sont amusés. Ça se ressent. Même Sam Raimi disait que lui, il avait adoré travailler avec Rachel McAdams sur le dernier Doctor Strange, et que il avait senti un truc qui était sous-exploité, donc il avait beaucoup hésité à travailler avec elle, et en fait les propositions qu'elle lui faisait sur le tournage étaient tellement incroyables, il s'est dit mais ça va être un régal ce film, et c'est un régal. C'est vraiment une comédie qui fonctionne pour moi, aussi parce que justement l'esthétique de Sam Raimi, pour la plupart des gens qui regardent pas forcément des films de série B, ils l'ont quand même un peu. Et on retrouve un peu tous ces procédés qui sont vachement bien utilisés. Comme vous le disiez, on perd un peu de cette marvelisation où on essaye de nous mettre des espèces de gags ou de références toutes les 2 secondes. Le film, pour moi,
tape vraiment là où ça fait du bien. Et non mais mais en fait ça crée une réaction, c'est-à-dire que nous le moment de baston dans la forêt, pour pas spoiler, mais voilà, on vraiment se cachait les yeux, quoi. Il y avait un truc assez cool. En fait. Moi je sais que je suis quelqu'un qui suis très sensible au body horror, vraiment tout ce qui est sang, ongles arrachés, voilà, ça me dégoûte. Mais voilà, c'est un des rares films qui m'a vraiment donné envie de rester jusqu'au bout. J'avais eu un peu ça aussi avec The Neon Demon, de Winding Refn, qui est pas du tout dans le même genre. Mais voilà, on sent l'alchimie. Je n'aurais pas fait ce rapprochement là comme ça, mais ouais. Non mais on sent l'alchimie entre le réalisateur et les acteurs. Ça fait penser à Triangle of Sadness, ça fait penser à Lost aussi un peu par certains égards, sans le côté mystère, mais l'opposition des personnages fonctionne, et ce film m'a fait penser un peu à ma relation avec mon ex, donc franchement c'est qu'il y a quelque chose qui marche. Voilà. Et ben écoutez, courez voir Send Help pour je sais pas, gérer votre relation avec votre ex, passer du temps sur des plages désertes avec des gens stylés et juste vivre des expériences en salle. On change radicalement d'ambiance avec aucun autre choix, le nouveau Park Chan-wook. 파피루스 면접 보셨죠? 떨어졌죠. 면접 본 분들을 찾아뵙고 있는데요. 그 두 분이 사라지셨어요. 제가 사라진 대로 바로 연락드리겠습니다. Cadre dans une usine de papier, Yuman-soo est un homme heureux. Il aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Lorsqu'il est licencié, sa vie bascule. Il ne supporte pas l'idée de perdre son statut social et la vie qui va avec. Pour retrouver son bonheur perdu, il n'a aucun autre choix que d'éliminer tous ses concurrents. Laurent, tu nous disais que aucun autre choix, donc là de Park Chan-wook, est en fait un remake du Couperet de Costa Gavras. Techniquement, c'est une nouvelle adaptation du livre qui a servi de base au Couperet, que j'avais pas lu le livre et j'avais pas vu le film. Et du coup, j'ai vu le film avant. Avec José Garcia. Et c'est étonnant parce que c'est un film qui raconte vraiment la même histoire en reprenant un peu les mêmes beats, enfin les mêmes moments de commentaires d'intrigue et tout, mais c'est un film vraiment très très différent et pas forcément pour le mieux. C'est assez surprenant parce que c'est un film qui du coup a tendance à traîner un peu en longueur, qui a un choix de type de film assez étrange, où il y a des moments de comédie vraiment très très burlesques. Il y a vraiment une scène où t'as l'impression que c'est du Benny Hill, quoi. Enfin, c'est assez curieux. Il y a vraiment des trucs et en même temps un peu. Et il y a des moments qui sont au contraire assez glauques, mais tout est toujours ramené vers de l'humour, et tout l'aspect critique social qu'on peut voir dans le film de Costa Gavras c'est toujours ramené vers un truc beaucoup plus personnel et beaucoup plus humoristique dans cet environnement familial qui est aussi beaucoup plus mis en scène. C'est un film qui est assez long, qui est un peu mou du genou. Et 2h19, et c'est vrai que le début, c'est un peu, ça rame un peu. Hein. Et qui en fait s'intéresse à beaucoup de choses qui sont finalement un peu très loin du cœur du sujet du film, c'est-à-dire de ce personnage qui, pour essayer de choper un boulot, va tuer les types qui pourraient potentiellement le concurrencer pour récupérer le taf. Et qui du coup dans le film de Costa Gavras sert à une critique sociale voilà, du capitalisme et du monde du travail, etc. Bon, mais le pas fait toujours très finement analysé par une voix off, n'est-ce pas ? Parce que bon, je vais pas faire une critique du Costa Gavras, mais il y a des problèmes, je veux dire, en termes de narration, il y a des énormes trucs, il y a une grosse voix off qu'on n'a pas là, parce que en fait, et ce qui est paradoxal, c'est que Park Chan-wook, je pense, a pas forcément très bien écrit ce film et a fait ça un peu comme ça. Mais par contre, il a coécrit avec son acteur principal et une scénariste. Mais par contre, c'est vraiment un bien meilleur réalisateur que Costa Gavras. C'est-à-dire que le film de Costa Gavras, c'est un téléfilm. Bon, voilà, super, merci, au revoir. Mais là, il y a un vrai réal qui fait des vraies belles images. Il y a une vraie manière de penser ce qu'on va faire au cinéma, donc on met pas de la voix off qui va en fait te faire le discours du film en voix off. Enfin, il y a des trucs qui sont vraiment mieux réussis et d'autres qui sont vraiment moins bien réussis parce que le Couperet, c'est un film beaucoup plus sec, beaucoup plus à l'os, beaucoup plus énervé. Il tuait plus de gens, tu disais aussi dans le Couperet. Quoi ? Il tuait plus de gens dans le Couperet. Enfin, c'est à la fois en termes de rythme, à la fois en termes de type de projet de film. Je trouve que ça rend le Park Chan-wook un film assez bizarre. Et c'est étonnant parce que je m'attendais pas à ça de lui. Je m'attendais au contraire à une version plus dark, à une version plus à l'os, plus vénère. Et en fait, c'est l'inverse. Ce qui est assez curieux, même si dans l'absolu,
c'est plutôt un meilleur film de cinéma, parce que je trouve qu'en termes de réal et qu'en termes même de choix, de virer cette voix off et tout, que c'est vraiment bien, même si Le Couperet est pas un mauvais film du tout. C'est même d'ailleurs, en fait, je trouve Le Couperet est un film plus plaisant à regarder que aucun autre choix. Ça reste un film qui fait des choix justement vraiment chelous et vraiment discutables pour raconter une histoire qui est quand même assez cool et assez marrante à la base. Donc ouais, bizarre ce truc, et je recommanderais pas forcément. Parce que je trouve ça vraiment longuet. Oui, ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose où entre la promesse et le résultat, on a tous été un peu déçus quelque part, que ce soit pas même plus jubilatoire en fait. Enfin, vous en parlez dans cette F, mais ça me manque. C'est super fun. C'est un peu tiède, quoi. Et c'est vous manquez peut-être José Garcia. José Garcia qui est super dans Le Couperet d'ailleurs, mais là en l'occurrence non, c'est Lee Byung-Hun, c'est je sais pas quoi, Byung-Hun Lee, pardon, qui est d'ailleurs est dans Squid Game, et je trouve que ce film pourrait être une sorte de prequel de génial, Squid Game. Vraiment, genre, le Mads Mikkelsen coréen un peu peu, n'est-ce pas Félix? Ah bon, il y a ça? J'ai toujours les super relances en tout cas, hein, c'est trop bien. Oui, tout à fait. Je monte sa tête à Rita parce que je ne connaissais pas. Non, mais tu partages l'analyse de Laurent en fait, Félix. Ouais, 100%. Moi, j'ai pas vu Le Couperet et j'ai lancé le film sans avoir le pitch, en vrai. Donc j'avais pas d'attente particulière. Toi, tu savais même pas vraiment qui est Park Chan-wook. Voilà, c'est un film. C'est pas vrai. Mais j'en ai pas vu tant que ça. J'ai vu Old Boy, j'ai vu Decision to Live. Je me demande si c'est un peu les deux seuls que j'ai vus. T'as vu Mademoiselle ou pas? Non, justement, j'ai pas. Il faut que je voie Mademoiselle. Tu peux aussi ne pas le voir. C'est pas. C'est un vrai très bon film, Mademoiselle. Okay. Ah ouais, moi j'ai pas. Ça se bat. Bref, mais tout ça pour dire que effectivement, j'ai lancé ça en me disant bon, je m'attendais quand même à un film qui allait m'emporter, et en fait jamais vraiment complètement. C'est dû au dispositif, parce que le film, comme tu disais, fait que dévisser de sa promesse principale et s'amuse à t'emmener justement dans un endroit qui est pas vraiment je trouve qu'on sent qu'il a pour projet de te montrer que ce mec ne sait pas tuer des gens, galère, etc. Pour progressivement, et c'est ça un peu son évolution, sans trop spoiler, on sent qu'il commence à avoir un peu plus de technique et de maîtrise meurtre après meurtre, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça, donc je trouve qu'en fait, même son évolution est très rapide, alors que le film dure 2h20, et du coup, t'es un peu en mode, je comprends pas trop pourquoi le film est foutu comme ça en termes de structure. Enfin, je le trouve pas très très bien écrit à ce niveau, et surtout, en fait, ce genre de film, même si tu me montres un mec qui galère, etc., en vrai, ça devrait me toucher, parce que j'ai toujours beaucoup enfin, moi, les tueurs qui sont hyper cliniques et qui arrivent à tout faire, ça m'intéresse pas beaucoup. Je trouve ça hyper cool d'avoir des tueurs un peu maladroits. C'est le programme de Blue Ruin de Jérémy Saulnier, voilà, finalement. Exactement, et c'est pour ça que j'adore ce film. Et en fait, là, malheureusement, je trouve que ça fonctionne jamais vraiment, parce que je comprends pas le personnage principal. En fait, c'est-à-dire que je trouve que tous les personnages sont un peu réduits à chaque fois à des caractéristiques assez primaires, assez bébêtes, et pourtant le film justement passe son temps à ne pas trop te montrer de violence et de scènes d'action, et plutôt de montrer des personnages qui discutent entre eux pour avoir un discours ou un propos social. Mais en fait, le discours et le propos social, il est super convenu, et je le trouve pas si fin que ça et pas hyper travaillé, et du coup tu finis les 2h20 de film et tu te dis bon, en fait, en vrai, le film se finit exactement là où tu t'attends à ce qu'il se finisse. Le personnage évolue pas tant que ça, enfin, ou alors encore une fois, c'est une trajectoire qui est extrêmement attendue. Enfin, je trouve le projet un peu vain. Alors du coup, on peut se dire bon, soit, est-ce que au moins la mise en scène est divertissante, est-ce que au moins on en a un peu pour notre argent entre guillemets à ce niveau, et il y a des tentatives de réal qui peuvent être intéressantes, toujours, parce que Park Chan-wook, il a 1000 idées à la seconde, et du coup il y a forcément des cadrages qui je trouve sont super intéressants. Et moi, ce que j'apprécie, et notamment dans ses derniers films et dans Decision to Live, et c'est peut-être le seul truc que je trouve du film, c'est sa volonté de filmer les téléphones, les interactions numériques, et ça je trouve que c'est chouette, parce qu'il y a très peu de réal qui s'emparent de ce sujet. À côté de ça, c'est un peu un prouveur, et ça m'énerve aussi, c'est-à-dire que il a 1000 idées à la seconde, il fait plein de transitions, des fondus, des machins qui sont virtuoses, mais un peu au service de rien, exactement comme son scénario. C'est-à-dire que vraiment, je trouve que il y a une mécanique, mais qui moi vient pas me toucher, parce que j'ai pas l'impression qu'il cherche à poser une ambiance, ou en tout cas venir justement me choper sur des émotions particulières. Il est plus dans une logique de spectacle et de divertissement, et du coup je suis un peu passif. Enfin, je trouve que malheureusement, par rapport à typiquement et je fais la comparaison parce que ils sont coréens, que là il y a une très belle baraque et que ça parle de lutte sociale, à Bong Joon-ho, je trouve que Bong Joon-ho est un bien meilleur réalisateur, parce que justement il est beaucoup moins démonstratif, mais paradoxalement je trouve que ses cadrages et ses histoires sont beaucoup plus tenus émotionnellement, et me raconte beaucoup plus de choses avec moins. Donc voilà, j'avoue que j'ai un peu du mal à conseiller ce film-là. Après, c'est pas un mauvais film, je veux dire, objectivement, il y a du travail, et le mec est assez virtuose par moment.
Mais voilà, et on a été un peu déçus tous les trois. C'est quand même assez bizarre, je trouve, pour un film qui se veut humoristique en réalité, parce que c'est quand même très souvent assez drôle. Ça met du temps à le devenir. Bah oui, mais du coup, tu vois, un film qui se veut vraiment créer des moments humoristiques, de faire un truc avec un rythme aussi mou, quoi. Aussi vraiment, et qui essaye absolument d'aller chercher dans tous les détails de la vie de ce mec pour qu'on essaye de l'expliquer, etc. Erreur que n'avait pas fait Costa-Gavras, où justement le film commence plus tard, on est sur un sujet qui est un peu différent et qui du coup fait qu'on rentre dans le vif du truc plus vite. C'est un... Ouais, je pense que c'est bizarre. Maintenant, je suis un peu intrigué de lire le livre parce que je sais pas jusqu'à quel point c'est une bonne adaptation de ça aussi. Mais c'est... Tu nous feras une analyse avec les trois. Peut-être un jour. Mais honnêtement, c'est... Pour les gens qui ont vu le coup près et qui pensent que ça va être le même film, c'est vraiment pas du tout le même film. Et pour les gens qui l'ont pas vu, je sais pas si je le recommanderais quand même, quoi. Tu sais pas lequel des deux tu recommanderais, tu veux dire. Bon, bah voilà, écoutez, si vous êtes un inconditionnel de Park Chan-wook, vous pouvez aller voir Aucun autre choix. Sinon, je pense que vous pouvez plutôt vous en passer. On a été un peu déçus. Le focus du jour est consacré à Shonda Rhimes, alias The Queen of Television. Jingle. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Oui, c'est ça. On vous a demandé, comme d'habitude sur Instagram, quelles étaient les séries créées par et produites, puisqu'on va faire une différence de Shonda Rhimes que vous aviez apprécié. Sans surprise, il y a du Grey's Anatomy, du Scandale, Murder. Il n'y a pas eu beaucoup de Bridgerton, alors qu'on va ouvrir sur la saison 4 de Bridgerton. Je replace juste que Shonda Rhimes, qui donc, comme je le disais, est surnommée The Queen of Television, c'est la créatrice notamment de Grey's Anatomy, de son spin-off Private Practice et de la série Scandale, et qu'elle est aussi la productrice de Murder, donc en VF, et c'est How to Get Away with Murder en langue originale. Non, elle est productrice exécutive de Murder et non pas créatrice. Okay. Et elle est aussi évidemment la productrice des Chroniques de Bridgerton, actuellement diffusées sur Netflix, et dont, Rita, tu vois la saison 4. Et je vais dire Murder du coup parce que je savais que c'était c'est créé par Peter Nowalk. Oui, et alors je n'ai absolument pas vu la dernière saison de Bridgerton, non, mais c'est parce que j'ai menti, mais parce que je pensais avoir le temps. CV. Je pensais avoir le temps et je n'ai pas eu le temps. Non, en revanche, j'aimerais commencer sur une anecdote, en fait, un peu, on va faire un plan en flashback, parce que pourquoi est-ce que elle se retrouve à produire Bridgerton pour Netflix et comment ? Parce que initialement c'est quelqu'un qui a été chez Disney elle a vraiment fait une grosse partie de sa carrière chez Disney, et elle s'est retrouvée à partir de chez Disney et elle s'est fait débaucher par Canal, par Netflix, parce que en 2017 ou un truc comme ça, elle a demandé un pass Disney en plus par an, parce qu'elle en a genre 2 ou 3 pour sa famille, et elle a demandé une invitation pour emmener une cousine ou un truc comme ça, et Disney lui a dit non, alors qu'elle leur a donné genre des milliards en revenus, je dis peut-être pas des milliards, mais beaucoup d'argent en recettes. Ils ont dit non, elle a dit d'accord et elle est partie. Ils sont notoirement avares en passe. Voilà. Et donc je trouve ça, mais c'est fou. Je trouve que c'est la meilleure histoire du monde, et du coup elle est chez Netflix et Disney s'est assis sur je sais pas combien d'argent de. Ouais, parce qu'en plus on parle de Bridgerton, mais il y a aussi eu Inventing Anna qu'elle a fait sur Netflix, elle a créé et produite. Sa boîte de production s'appelle Shondaland. Shondaland, ce que je trouve iconique. Oui. Moi j'adore vraiment iconique. Ça s'appelle Ritaland. Donc je pense que c'est une très bonne idée d'ailleurs. Donc ça pose la femme quand même. Exactement. Ça pose, je trouve que cette anecdote pose un peu qui est Shonda Rhimes et pourquoi il ne faut pas essayer de lui marcher dessus, et ça ne marchera pas, et donc maintenant on va peut-être se demander qui est-elle pour commencer, qui est Shonda Rhimes, comme si iconique que ça, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne savent pas forcément qui et qui n'avaient pas relié toutes ces séries, ou alors qui ne connaissent pas le nom de Shonda Rhimes. En fait je pense que si tu as vu une de ces séries, tu connais son nom justement parce que c'est une des showrunneuses. Déjà le métier de showrunner, c'est pas un métier sur le devant de la scène, quoi. Peut-être expliquer ce que c'est concrètement. Un showrunner, c'est on va le vulgariser très, très, très facilement, mais c'est la personne qui est en charge de la continuité d'une série, qui va gérer les scénaristes, qui va parfois écrire, qui souvent écrit le pilote, et qui va gérer la room d'écriture. Oui, en fait, non, mais j'allais dire, en fait, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est la personne qui, en général, est à la création et va effectivement superviser toutes les phases de création. Et là, en l'occurrence, elle écrit, elle produit. Elle réalise pas. Son seul crédit de réalisatrice de toute sa vie, c'est un court-métrage qu'elle a fait. Ce que je trouve assez intéressant, vu la personnalité de Madame Rhimes. Oui, parce que ces séries ont une marque de réalisation, on en parlera peut-être plus tard, mais qui est très forte. Très identifiée. Et en fait, donc, c'est effectivement une chef d'orchestre. C'est une femme qu'on connaît parce que, donc, effectivement, donc, à la fin du générique de chacune de ces séries, il y a le logo Shondaland qui est, si tu en as vu une, tu le reconnais. Et elle a créé
en fait, au pic de sa carrière. En fait, en vérité, j'ai l'impression qu'elle a atteint un pic, elle en est pas vraiment redescendue depuis, mais il y a un moment où elle était dans le conscient collectif américain hyper identifié parce que les jeudis soirs, elle avait créé le TGIT, Thank God It's Thursday, merci à Dieu qu'on soit jeudi, qui était, en fait, elle avait toute la case du jeudi soir de ABC, qui est la chaîne télé de Disney, avec à la suite Grey's Anatomy, Scandal et How to Get Away with Murder. Ça a duré 4-5 ans quand les séries étaient diffusées en même temps, et c'était c'est un délire. Faut quand même imaginer sur les 3 sur 3 séries. Non, mais en fait, elle est folle. Déjà, il faut le savoir. Ensuite, elle est géniale. Elle dort parfois ou pas ? Je pense pas. J'ai regardé toute sa masterclass. Je sais pas si vous connaissez le site masterclass où on peut regarder. J'ai regardé toute sa masterclass sur l'écriture de séries. Elle est folle, mais in all the good ways. Et donc, elle était parfois productrice, parfois showrunneuse, parfois juste scénariste, parfois elle juste scénariste. Oui, non, mais voilà, c'est quelqu'un qui est une stacanoviste de travail à l'évidence, et elle est connue pour ça, et on voulait dédier ce focus à elle, déjà parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de série, et aussi parce que c'est une des seules femmes de cette stature-là aux États-Unis. Le métier, dans le monde, je dirais, le métier de showrunner n'existe même pas vraiment en France pour l'instant. Ouais, il y a quelques rares cas. Gros champ, j'imagine. Et oui, j'allais dire, je pense qu'on peut considérer aussi que sur 10%. Oui. C'est ce qu'il y a eu, mais effectivement, il y a 2 exemples entre guillemets, quoi. Voilà. Et peut-être préciser que c'est aussi une des rares femmes noires à ce poste-là. Alors, j'allais donc sur un peu d'éléments de biographie, si vous voulez bien. Shonda Rhimes, elle vient d'une famille un petit peu d'intellectuels. Ses 2 parents ont travaillé. Sa mère a un PhD, je ne sais plus trop en quoi, et son père, il travaillait à l'université de Southern California jusqu'à très récemment, il me semble. Elle-même, elle a fait Dartmouth, donc immense prestigieuse université américaine. Elle a aussi étudié le cinéma à USC, donc elle vient d'une famille où vraiment la notion scolaire était hyper importante, et c'est quelque chose qu'elle répète souvent. Et en fait, elle a été pendant ces années à la fac, elle était dans une des sororités, la sororité nord-américaine la plus importante du pays, qui est Alpha Kappa Alpha, si je dis pas de conneries, et qui en fait est un lieu de réseautage zinzin. Et de ses propres mots, c'est comme ça qu'elle a rencontré pas mal de personnes qui l'ont aidé à commencer sa carrière, et elle a été la stagiaire de Deborah Martin Chase, qui est la première femme noire pour le coup qui a eu la stature qu'elle a eue dans la production américaine, et qui est encore en activité aujourd'hui, et c'est via elle qu'ensuite elle a été stagiaire chez Denzel, Denzel Washington. Oui, tu dis pas, oui, il y a pas besoin, on sait pas besoin. Denzel. Et du coup, à partir de ça, elle a commencé sa carrière en étant scénariste sur des trucs, et alors là je vais surprendre certaines personnes, elle a scénarisé le premier film de Britney Spears, dans lequel elle joue. Le Traveling Pants, là, non, c'est ça ? Non, avant ça, mais elle a aussi fait... Crossroads. Ah, voilà. Crossroads, putain, waouh. Elle a scénarisé The Princess Diaries 2. Princesse malgré elle en VF, qui est un film exceptionnel avec Anne Hathaway et Chris Pine. Et ensuite, après ça, elle a commencé à pitcher des pilotes. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas, mais ça redevient le cas. Où pour créer une série sur la télé américaine, on pitchait des pilotes, et c'était genre un premier épisode. Le premier épisode, s'il était s'il était pris par une chaîne, on le tournait, il était financé, on le diffusait, et si ça marche, on lance la production de la série pour le reste. Donc c'est un format qui aujourd'hui a été un peu explosé par comment les streamers fonctionnent. Et d'ailleurs, j'allais dire, une époque où tu avais beaucoup plus d'épisodes par saison. Exactement. Oui, mais j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les séries qui sont tournées comme ça, et ben en fait, et je pensais ça parce que j'avais revu le pilote des frères Scott, et en fait c'est assez marrant parce que tu vois que ça a été tourné comme ça, parce qu'il y a une vraie différence entre le pilote. Il y a la même chose d'ailleurs dans Succession, alors que je pense pas que ça a été fait comme ça, mais où carrément il y a un personnage qui disparaît, et c'est assez marrant parce que tu vois que les personnages ont pas tout à fait les mêmes coiffures, enfin tu vois que ça a été repensé et réécrit après le pilote. Il y a des acteurs qui parfois sont The Big Bang Theory d'ailleurs est assez connu là-dessus, parce que il y a plein de choses parce que l'actrice principale de The Big Bang Theory, Kelly Cuoco, elle était pas l'actrice principale dans le pilote. Ils ont mis le pilote et ils l'ont changé. Ils ont fait un 2e pilote. Enfin, voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Ça pour Charm aussi. Ouais. Tout ça pour dire qu'elle a commencé à écrire des pilotes, et le premier qu'elle a réussi à monter n'est pas devenu une série. Par contre, la suivante, c'était Grey's Anatomy, qui est encore diffusée aujourd'hui, qui est à sa 22e saison. Qui est le One Piece des femmes. Vraiment. Des femmes au foyer. Et pas que, parce que je vais vous dire, en 2005, histoire personnelle, je serais pas là s'il y avait pas Grey's Anatomy, parce que moi, c'est la première série que j'ai regardée de toute ma vie. Ma mère est obsédée par Shonda Rhimes. Elle regarde encore Grey's Anatomy. Moi, j'ai arrêté il y a genre 2-3 ans, mais donc c'est récent. Et moi, j'ai regardé, je pense que je me suis arrêtée à la saison 9 quand même. J'ai été moins loin que toi. C'est des folies après. Non, mais je sais, mais déjà, tu vois, non, déjà. Voilà. En tout cas, elle est connue pour avoir créé à partir de Grey's Anatomy cet empire en fait de Shondaland, parce que en vérité, c'en est un d'empire, et pour être très active. Et là, on va y revenir quand on parlera de ces thématiques, mais c'est quelqu'un qui est aussi très actif
politiquement et dans ses engagements qui sont très clairs et en fait elle trace des lignes claires avec qui elle va travailler selon ça aussi. Et est-ce qu'on passe à... Alors je pense que effectivement on peut, parce que là on a cité pas mal de ses œuvres, on disait qu'il y avait effectivement une réalisation assez marquée, il y a surtout une manière d'écrire les scénarios qui est assez différente. Moi je sais que Grey's Anatomy, parce que pareil j'ai quand même grandi beaucoup devant Grey's Anatomy, ça a une écriture, une rapidité, une manière d'avoir des dialogues où en fait on a, je prends toujours le même exemple quand j'en parle, mais quelqu'un qui se fait opérer et en fait on est à la fois en train de parler de l'opération, donc vraiment on est sur le concret, mais en même temps on est en train de parler de l'histoire du patient et en même temps cette histoire du patient elle résonne avec l'histoire de 3 des médecins qui sont là dans la pièce et vraiment ça fait des dialogues complètement fous, les personnages se répondent, ça ping-pong et tout, c'est très particulier. C'est hyper dense généralement comme écriture. C'est hyper dense. En même temps, donc il y a ça, évidemment il y a cette espèce de vivacité dans les dialogues, etc., qui est parfois un peu drôle. Moi il y a un truc qui me fait marrer, les personnages répètent beaucoup les choses. Donc par exemple ils disent mais il y a un bruit là, c'est le bruit de l'ascenseur. L'ascenseur il ne devrait pas faire de bruit. L'ascenseur fait du bruit pour en venir au truc. Et là, il y a vraiment un truc comme ça rythmique. Actor studio. Qu'est-ce que tu racontes, Elisabeth? Mais si, pour en fait faire capter au personnage que en fait l'ascenseur est en panne et que donc ils sont bloqués, ils vont se faire tuer par un tueur en série. Dans Grey's Anatomy, t'as pas la ref? Saison 6. Mais c'est hyper niche. Non, ce que je voulais dire. Non, mais oui, mais là où je voulais en venir, c'est que c'est. Personne comprend plus rien. Au recentre. Il y a une rythmique très particulière, il y a un jeu avec la langue qui est très particulier. Il y a ça, et ensuite il y a un côté. C'est positif ce que tu essayes de dire. Alors là, j'étais en train de donner la partie pas positive dans la deuxième partie, après avoir donné la partie positive. Je disais juste que parfois c'était un peu caricatural et ça en devenait un peu drôle, mais voilà. Et l'autre truc, c'est que c'est quand même des séries qui ont quelque chose souvent d'assez soapy, et je dis pas ça comme un gros mot. Attends, soapy, Elisabeth. Oui, qu'est-ce que ça veut dire soapy? Merci de définir ce terme. Ah bah non, pour le coup, ça, je trouve que c'est... Oui, non, mais t'as raison. C'est juste, je me suis dit, je me suis enfoncée tout seul. Non, mais globalement, c'est des séries qui ont quelque chose de très, on va dire, sucré, ou à la fois mélodramatique. Mélodramatique, ou à la fois on va te faire beaucoup pleurer, et en même temps tu vas avoir un petit sourire baigné de larmes, et ton petit cœur va être très touché. Soap, c'est globalement Dallas. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est soap, en fait pour moi, ces séries, c'est à partir de la 5e saison, ça devient du soap. Donc avant ça a des éléments de soap, mais ça reste parfois des séries sincèrement sérieuses. Et je pense notamment à Scandale, ouais. Où Scandale, les 2 premières saisons, pour moi, c'est absolument brillant d'un point de vue scénaristique et ça ne rentre pas du tout dans le soap. On reparlera de Scandale tout à l'heure, mais oui. Non. Mais après ça devient vraiment soap et un peu grandiloquent et burlesque et un peu loufoque sur les bords, mais moi je trouve ça, notamment Scandale, et pour diversifier les séries dont on parle à ce sujet de scénario, Scandale, la première saison était très courte parce que c'était pour remplacer quelque chose en deuxième partie de saison, bref on s'en fiche, mais c'était, je crois que c'est seulement 8 épisodes, et ce n'est que à partir du 2e épisode de la saison 2 que j'ai réalisé que je ne savais pas qui étaient mes personnages, parce que vu que la série se base beaucoup sur, c'est un procédural, donc t'as un cas par épisode, ça se base beaucoup sur le secret et les choses qu'il faut pas révéler, et ça m'a tellement pas choqué que quand on a commencé à m'expliquer qui étaient les personnages, j'étais mais c'est vrai, tiens, je sais pas. Tu veux dire rentrer dans leur vie privée, dans leur vie privée, oui, ils n'existent pas au début. Exactement, ils n'existent pas, et pour autant on comprend très bien qui ils sont les uns par rapport aux autres. Il y a toujours une espèce de finesse là-dessus sur ces scénarios, et évidemment une notion d'addiction. Elle a une façon de finir ses épisodes pour que cette personne a inventé le binge watching. Tu ne peux pas regarder les premières saisons de ces séries là sans binger, quoi. Ah bah ça c'est sûr. Tu voulais dire quelque chose? Complètement. Moi, je pense par contre que cette espèce de manière très 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 marquée de faire des séries, cette espèce de signature, c'est aussi ce qui nous a valu au bout d'un moment une espèce de Shonda fatigue. Bah oui, mais c'est ce que je disais avec les ascenseurs, mais c'était pas clair. Oui, c'est-à-dire que j'ai regardé Grey's Anatomy à la base, c'était juste pour le personnage qui joue Izzy Stevens, comment elle s'appelle, pour Catherine Hagel, que j'avais vu dans Roswell et que j'avais adoré. J'avais regardé Scandale aussi, je pense, les 2-3 premières saisons, How to Get Away with Murder, pareil. Et au bout d'un moment, justement, cette espèce de façon hyper efficace, hyper répétitive qu'il y a, et cet échec qu'on a à nous faire connaître les personnages, ou des personnages qui des fois prennent une espèce de tournant caricatural à cause de ce côté soap, fait que on se lasse et on passe à autre chose, quoi. Il y a un côté, et elle sait pas les finir, ces séries. Et il y a un côté épuisant, je trouve, moi. Totalement. À titre personnel, j'ai pas vu beaucoup moi de séries de Shondaland, mais Scandale, qui est la plus récente que j'ai regardée sur les conseils de Rita, en fait j'ai trouvé ça épuisant. C'est-à-dire que en fait au bout de 4 épisodes j'en pouvais plus, tellement ça va vite, tellement en fait. C'est des séries sous TDAH, hein, clairement. C'est vraiment, en fait il y a un enjeu par scène, et du coup au début c'est rigolo, tu te dis bon ok.
Et puis en fait, au bout d'un moment, j'arrivais plus à suivre, mais dès le début, quoi. C'est-à-dire que c'est genre vraiment, j'étais pas dans le Shonda Train, quoi. C'était un truc qui... Mais moi, je vois ce que dire, la Shonda fatigue, mais parce qu'il y a un côté un peu épuisant. Est-ce qu'on peut mettre Shonda devant tous les mots? Bien sûr. Bah non, Juste pardon, Yuri. Moi, j'adore le fait que tu as une série qui t'a été recommandée par Elisabeth et moi, et tu t'es pas dit qu'elle allait être un peu survoltée. Bah, il pensait que ça allait être Shonda bien. Finalement, c'était Shonda fatigant. Mais on va c'est Barba Papa. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, là on parle de la mécanique, mais on va peut-être parler de ses thématiques et tout. Moi, je tiens quand même à dire, parce que je parlais de Grey's Anatomy tout à l'heure, Grey's Anatomy, c'est quand même la série où dans le pilote, le tout premier épisode, le délire, c'est qu'il y a une bite qui a été coupée et qu'il y a vous vous rappelez pas, et qu'il y a une bite dans des glaçons et elle doit faire survivre avec cette l'ascenseur. Mais vous vous rappelez Tu sais que quand t'as dit bite, j'étais en mode de quel mot elle parle? Non mais c'est pas croire matérialisé dans mais oui, mais c'est ça le pilote de Grey's Anatomy, on s'en souvient pas suffisamment, c'était ça le pilote de Grey's Anatomy. Elle doit veiller sur une table dans des glaçons pendant l'épisode. Stop. Bon, maintenant parlons des thématiques. Parlons des thématiques des séries de Shonda Rhimes, parce que ça se recoupe quand même pas mal. Sans transition, depuis la bite coupée, quoi. Bah, ça parle... Non mais écoute, ça parle pas mal de sexe aussi. Donc... De la force des femmes noires et de... Ok. Bah, je peux donner un exemple si vous voulez, je peux continuer, mais je pense que tout le monde a peur. Vas-y Rita. Ok. Donc effectivement, pardon. Waouh, elle a une carrière qui est hyper politique parce que comme on l'a dit, le simple fait qu'elle soit là, c'est déjà une anomalie dans le système de production américaine, et c'est une anomalie évidemment bien heureuse, en tout cas en ce qui nous concerne, on trouve, j'espère, mais je trouve ça assez zinzin déjà qu'elle ait pu imposer, parce que c'était un combat quand même, certains personnages comme étant les personnages principaux. Typiquement, le personnage de Scandale, Olivia Pope, la star, Kerry Washington, de son vrai nom, c'est le premier personnage principal incarné par une femme noire de l'histoire de la télé américaine. 2009. On n'est pas... Ouais. C'est... Enfin... Non, mais c'est très récent. C'est assez fou qu'elle ait réussi. Et dans les personnages qui l'entourent, il y a un couple homosexuel, enfin, il y a une espèce de. Mais complètement. De volonté, et ça, non, je veux vraiment dire le lead principal. Oui, parce qu'avant ça, dans Grey's Anatomy, déjà, sûr, en voilà, fait, qui commence en 2005, d'ailleurs, je dis n'importe quoi, Scandale, c'est 2012. En 2005, quand Grey's Anatomy. Oui, 2012, Scandale, ouais. En fait, les 5 personnages principaux initiaux et toutes les personnes autour et le chef de l'hôpital, et en fait elle met immédiatement des personnages qui sont racisés, qui sont parfois queer, qui ont des modèles de vie qui sont inattendus, et en fait elle le dit très souvent elle-même, ce que tu mets à la télé forcément ça change la perception des gens, et surtout tu vois, t'as dit c'est le One Piece des femmes des ménagères d'un certain âge, en fait c'est exactement comme ça que tu fais changer les choses. Pour moi c'est l'équivalent de quand Plus belle la vie a fait leur premier couple gay, et que du coup il y a plein de gens qui ont admis ça, ou alors dans L'amour est dans le pré, c'est en fait par la télé que la normalisation passe, bien plus que par la loi en fait. Et alors justement, c'est un truc qui est intéressant, c'est que de la même manière que 24 heures chrono, on dit beaucoup que le président Palmer a permis Barack Obama, et ben là de la même manière, il paraît que le fait qu'il y ait eu Grey's Anatomy, donc maintenant ça fait quand même plus de 20 ans que la série existe, ça fait qu'en fait quand t'as un médecin qui arrive et que ton médecin et ben il est pas blanc, et ben les gens ont un espèce de truc de dire Christina Yang, elle est tellement c'est tellement une bonne médecin, ou ce genre de choses, ils ont d'un coup un espèce de référentiel qui font que en fait ça passe mieux. Donc effectivement c'est la vertu de l'exemple en fait dans les séries. J'aimerais renvoyer à la carte blanche de Laurent, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais il a fait une carte blanche sur la vertu de l'exemple. Sur la vertu de l'exemple dans les séries de Sorkin, et du coup ça me fait pas mal penser aux séries complètement, et je pense que t'aimerais bien certaines des séries, et pas jusqu'au bout, mais je trouve ça assez fascinant, parce que même typiquement moi j'ai commencé à regarder cette série quand j'étais vraiment jeune, genre j'avais 8-9 ans, et du coup au moment du débat pour le mariage pour tous en France, j'avais 15 ans, non c'était en 2012 ouais. J'avais 12 ans. Oui, c'est 2012, c'est au moment j'avais 12 ans, et je rigole même pas quand je vous dis que quand j'ai vu les débats, j'étais là, mais ils sont trop bêtes en France et tout. Tout le monde a réglé cette question depuis longtemps. Depuis quand est-ce que c'est, en quoi c'est un problème l'homosexualité? Et quand j'ai raconté ça à mes parents, c'était là, mais pardon, quoi? Et en fait, j'existais tellement dans une bulle de cette série-là, et je pense que je suis pas la seule à avoir grandi avec les exemples de Grey's Anatomy, qui in fine est une série médicale, mais qui a vraiment donné des ouvertures sur le monde et sur ce qui peut exister à plein de gens. Et sans aller sur des trucs politiques, moi c'est une série qui m'avait fascinée pour un truc, c'est une série dans laquelle il y a une coloc avec des garçons et des filles, et des relations garçons-filles qui ne sont jamais sexualisées. Oui, mais mais qui sont jamais sexualisées. Moi je pense par exemple à l'amitié entre Meredith et Alex dans Grey's Anatomy, ou ce genre de choses, où en fait on a des amitiés garçons-filles qui restent des amitiés, et c'est hyper rare en fait dans les séries, surtout sur autant de saisons, et ouais, il y a des très belles amitiés aussi. Complètement. Et au-delà de ça, en fait, pardon, j'ai été dérangée par Félix sur une table. Mais, qui est perché sur une table. Oui, totalement. J'ai perdu mon fil, pardon. On est en train de parler de la politique dans les séries de Shonda Rhimes.
Oui, et dans Scandale, je me souviens d'avoir compris avec beaucoup de malice et de plaisir que le personnage était une républicaine, du coup, le personnage principal, et que toute l'arène de la série se passe chez les républicains. Et je vous conseille de regarder cette série aujourd'hui aussi. À l'aune d'aujourd'hui, c'est très bizarre. C'est brillant. C'est quand tu vois aujourd'hui ce qu'étaient les républicains il y a 10 ans seulement, c'est assez déprimant et brillant à la fois. C'est déjà une vision fantasmée des républicains en réalité. Complètement. C'est pas Bush était déjà passé par là. Donc, mais par c'est ce qu'on pouvait reprocher aussi à Sorkin dans The West Wing, par exemple. Oui, c'est une fantaisie libérale. Mais c'est pour ça que c'est pas une critique. C'est bon, c'est juste pas un forcément univers un problème, en soi. Exactement. Et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui ? Parce qu'en fait, là, on vient de parler de toutes les séries qu'elle a faites. Donc là, on sait qu'elle est produite actuellement. Donc la saison 4 de Bridgerton qui est diffusée sur Netflix. Série qui d'ailleurs a un spin-off, puisqu'il y a la Reine Charlotte. Aussi, qui a été diffusée en 2023 et qui va avoir une suite. Et donc, tu le disais, elle était chez Disney, elle est passée chez Netflix et elle continue de régner sur le monde des séries. Shonda Queen de Shondaland, quoi. C'est oui, totalement. En fait, l'anecdote par laquelle on a introduit sur le fait qu'elle se laisse jamais marcher sur les pieds et tout ça. En fait, l'année dernière, pour vous dire, Nielsen, c'est comme l'Arcom, mais c'est privé. C'est Médiamétrie. N'importe quoi ce que je dis. Mais effectivement, c'est Médiamétrie aux États-Unis. C'est eux qui mesurent les audiences et consolidées avec le streaming. L'année dernière, la série numéro 1 aux États-Unis, qui n'était pas une série pour les enfants, genre qui est pas Bluey ou je sais plus quoi, c'est Grey's Anatomy. Et alors, c'est fou. Ça, c'est. Enfin, j'arrive même pas à mesurer. C'est à plus de 20 ans. Et alors, c'est quand même la. Bah oui, mais c'est fou. En vrai, c'est complètement zinzin parce que ça a 20 ans et c'est au-dessus de Stranger Things, c'est au-dessus de tous les trucs qui ont fait phénomène l'année dernière. C'est vrai que les séries qui marchent le mieux, c'est genre NCIS, tu vois, des trucs qui ont 26 saisons. Exactement, c'est les choses qui peuvent être rewatched, etc. Mais la reine de tout ça, c'est Grey's Anatomy, quoi. Et enfin, au-delà de ça, Bridgerton, quand ça sort, il y a des événements partout. C'est des séries qui sortent de la télévision aussi ou du streamer. C'est des séries qui arrivent à créer communauté dans la vraie vie. Les gens s'en parlent toujours aujourd'hui. C'est transgénérationnel. Alors, c'est effectivement, je pense, presque c'est très féminin en tout cas. Et bien d'ailleurs, c'est que des héroïnes féminines. C'est ce auquel je suis en train de penser, ce ne sont que des héroïnes féminines dans toutes les séries. Et c'est vrai que ça, souvent noires, mais pas que, mais en tout cas féminines. Même il faut aussi voir le type de représentation. Ouais. Parce que voir dans Murder une femme noire qui se démaquille, qui enlève sa perruque et tout, j'avais jamais vu ça à la télé de toute ma vie. Et même ce qu'elle dit ensuite dans cet épisode, bref, je veux pas vous révéler, mais genre le pilote de How to Get Away, c'est le choc absolu. Mais c'est en vérité, c'est une pionnière. Et à la fois une pionnière qui sait se renouveler pour rester le reine du royaume, quoi. Et je me demande c'est quoi la next step de sa carrière, parce que là je me demande si elle a encore une série comme ça en elle, parce que Bridgerton elle est en pilote automatique, je pense, à ce stade, mais surtout c'est pas encore une fois elle est productrice sur Bridgerton et elle a que 56 ans, donc elle peut encore faire des choses, hein. C'est pour ça. Mais d'ailleurs, pour montrer à quel point c'est brillant ce qui est fait, je crois qu'il y a une adaptation de TF1 de la série Murder avec Muriel Robin. Non, alors en fait non, c'est pas une adaptation. Ils ont pas les droits, ils ont juste. Ils ont pompé le pitch, mais c'est pas. C'est ça, ils ont juste pompé le pitch. Ok, d'accord. Ok. C'est pire. Bon. Et c'est pire. Et effectivement, et on conclura peut-être ce qu'on disait, c'est des héroïnes féminines. Mais en plus, ces héroïnes féminines, c'est des personnages qui sont souvent assez durs, qui sont complexes, qui sont ambigus. Et ça, c'est aussi, on a assez peu de représentation de ce type de personnages féminins. Je vous demande vraiment ce que vous conseilleriez de Shonda Rhimes. Allez, Charlie. Moi, je conseille, avant la Shonda fatigue, quoi. Je conseillerais un Shonda conseil. Peut-être Murder, parce que je trouve que le pilote est très efficace. C'est Scooby-Doo. Vraiment, c'est Scooby-Doo. Ouais, c'est Scooby-Doo, mais il y a une espèce. La toute première scène, en fait, moi, m'a marqué. Ouais. Cette façon qu'elle a d'amener son raisonnement et de dresser ses élèves et de s'imposer. Et de s'imposer, ouais, vraiment. Encore une fois, moi, comment dire, après c'est une histoire très personnelle, mais quand je vois par exemple ma grand-mère qui est une femme noire, qui a eu 8 enfants, qui a géré un restaurant toute sa vie, a bossé jusqu'à 80 ans et qui a jamais bronché là-dessus, c'était la première fois que je voyais vraiment un personnage comme ça dans un divertissement, un divertissement qui est efficace, qui est bien écrit, donc rien que pour ça je conseillerais plutôt Murder, et qui est ultra populaire par ailleurs, donc c'est fun. Jusqu'au point où on a Muriel Robin en femme noire avec des wigs sur TF1. D'ailleurs, si vous voulez voir Muriel Robin en blackface visiblement sur TF1. Oh non. Agathe Cléry, la série. Muriel Land. Agathe Cléry, la série, t'as dit. Non, ça part en couille. Oui. Et juste, je voulais dire, c'est Viola Davis, du coup, le personnage principal dans. Rita, tu conseillerais quoi? Moi, je pense que c'est des séries qui sont très. Il y a rien qui ne soit inaccessible dans sa sériographie. Alors peut-être quand même Grey's Anatomy
il y a 22 saisons, c'est peut-être un peu rude de commencer. Franchement, les 5 premières, tu les regardes quand tu veux. Voilà, les 5 premières. Tu peux démarrer maintenant, en fait, même. Limite. Non. Alors ça, par contre, non. Ne démarre pas à la 22e saison, ça c'est incompréhensible. Ouais, c'est moi qui dis ça, mais parce que pour le coup, c'est vraiment baissé en qualité. C'est comme les 5 premières. En fait, c'est comme commencer, tu sais, Amour, gloire et beauté au milieu, sauf que c'est pas clair. Alors qu'Amour, gloire et beauté, c'est fait pour être commencé n'importe quand. Donc non, plutôt commencer moi Grey's ou même moi je reste convaincue que Scandale, oui, c'est un peu surex, mais c'est le premier épisode, à la fin, t'as l'impression que tu t'es pris une gifle et t'as envie de continuer, quoi. Parce que t'aimes ça. Je vais même pas te répondre. Bon bah très bien, on clôture ce focus. Franchement, cette émission là-dessus, c'est n'importe quoi. C'est scandaleux. Oui, mais ça va pas aller mieux. C'est scandale. Oh, wow. Et ça va pas aller mieux puisque tout de suite on va parler de Hurlevent de Emerald Fennell. Oh là là. Alors, je lance la bande-annonce en VF, espèce de troll. What should you do, Heathcliff? If you were rich? Suppose and do what all rich men do. Bon, on va le dire tout de suite, c'est un accident industriel, vous avez détesté le film. Le pitch, je vous lis le pitch officiel parce que je trouve qu'il est un peu pompeux. Vision moderne de la passion absolue, unissant Heathcliff et Catherine, une romance légendaire qui défie le temps et la raison. Voilà. Donc nous avons Margot Robbie et Jacob Elordi dans l'adaptation. Qui défie la raison, oui, mais pas pour les bonnes raisons. Dans l'adaptation donc, de Émilie Brontë. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, Manon ? C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. T'avais aimé, toi, les précédents films de... Non, j'avais aimé Promising Young Woman, mais à partir de Salburn, déjà, j'ai commencé à ne plus comprendre on avait traché Salburn de cette réalisatrice. Moi, j'ai l'impression qu'elle est presque dans un truc un peu de provoque. Enfin, évidemment qu'elle veut faire des trucs subversifs, sexe, tout ça, mais au-delà de ça, vraiment, sa posture... Là, vraiment, elle chie sur la littérature, sur tout. Enfin, vraiment, non, mais c'est... Et en plus, je dis ça et j'ai même pas lu le livre, mais tu t'es quand même senti insulté, ça que je trouve bien, quoi. Ouais, exactement, tu sais que ça va pas. Tu l'as pas lu, mais c'est insultant quand même. Non, mais c'est Émile qui a posté un truc en disant elle est morte de la tuberculose. Il y a 177 ans et cette adaptation est quand même la pire chose qui soit arrivée à Émilie Brontë. Mais oui, parce qu'en fait, le livre à la base, c'est quand même une histoire d'amour, amitié ambiguë et surtout de revanche sociale de Heathcliff sur cette famille, sur Catherine qui en fait comment dire, pas la délaissée, mais l'ont dominée. Et en fait, elle a lissé tout ça juste pour filmer les 2 acteurs les plus sexy de la planète en train de se mettre des doigts dans la bouche pendant 2h15 globalement. Pour vomir ? Non, pas pour vomir. Non, c'est le public qui vomit. C'est vraiment 50. C'est le film qui te met les doigts dans la bouche. C'est pire que 50 Shades, Moi, je trouve ça pire que 50 Shades parce que c'est en 2026, dans l'Angleterre victorienne, quoi. Je comprends pas le projet d'avoir casté ces 2 acteurs. Enfin, je trouve que c'est tellement paresseux, c'est tellement facile d'avoir. Les personnages sont censés avoir 15 ans. Hein. Oui, en plus, enfin, il y a vraiment. Mais surtout, ça se passe sur beaucoup de temps parce qu'ensuite il y a la fille, etc. Enfin, le roman est sur beaucoup d'années. Et puis très rapidement, ils deviennent adultes. Mais du coup, il y a une scène complètement insensée de Margot Robbie, 35 ans, qui se masturbe pour la première fois sur les falaises, genre entre 2 rochers. Et puis après, cut, parce que tout le film est hyper cut comme ça. C'est vraiment le montage, il est d'une nullité, c'est plat, c'est que les mêmes valeurs. Enfin, il n'y a aucune hiérarchie entre les plans. C'est vraiment une espèce de succession comme ça de photos très instagrammables. Cut, plan sur de la salive d'escargot, enfin un escargot, la bave d'escargot. Cut, des mains qui pétrissent du pain. Enfin, c'est vraiment... Mais... c'est d'une lourdeur, vraiment... C'est Podane. Sans nom. Mais en fait, oui, j'y reviens, oui. Et, Podane, tu veux dire, okay. Et moi, je voulais quand même revenir sur les acteurs parce qu'en plus je trouve d'avoir fait quelque chose d'extrêmement paresseux et facile en prenant ces 2 acteurs très beaux, il n'y a aucun recul sur le fait, je trouve, de les avoir castés dans ces rôles-là. Par exemple, il y aurait pu avoir un discours sur la beauté de Jacob Elordi comme il y a eu avec Ryan Gosling pour Ken, mais là, pas du tout. Il est complètement absent, il fait complètement du quiet quitting, on le voit pas du film parce qu'en fait, Margot Robbie, comme d'habitude, elle prend toute la place dans le film, c'est que elle, c'est le Margot Robbie show, enfin, c'est insupportable. Le personnage de Catherine qui est quand même censé être... Enfin, on sent qu'elle a voulu lui donner quelque chose de très pervers, un personnage qui est ambigu, mais là, en fait... Elle est juste gigacode. Elle est juste insupportable, elle est infernale. Donc, en fait, sur le fond, je trouve qu'il n'y a rien qui va. Sur la forme, en plus, c'est
Enfin, il n'y a pas de mise en scène. Je pense que vraiment, Emerald Fennell, elle veut être directrice artistique, mais pas plus que ça. Elle n'est pas metteuse en scène. Mais c'est un vrai film de DA. C'est-à-dire que c'est un mood comme board. Saltburn, hein. C'est un mood board. Et c'est quand même parfois bien kitsch et bien moche. Et en fait, c'est un mood board de plans qu'elle refait parce qu'elle a trouvé ça cool. Et il n'y a aucune raison à ce que ce soit comme ça. Parce qu'il faut dire que ça se passe pas à l'époque où ça se passe. C'est-à-dire que globalement, c'est une vision stylisée. Les décors sont complètement stylisés. Il y a des trucs anachroniques. Il y a des anachronismes partout. Et finalement, le fait que Jacob Elordi ne soit pas un acteur racisé pour jouer Heathcliff, c'est le truc le moins choquant du film. Ce qui était déjà le cas dans toutes les adaptations. Sauf celle d'André Arnold. Sauf celle d'André Arnold. Mais sinon, j'allais dire, il y a la version avec Ralph Fiennes, tu vois. La justification d'Emerald Fennell en 2026, c'est moi dans ma tête, je le visualisais pas. En lisant le roman. Elle voulait faire une fanfiction à ce moment-là. Ok, d'accord, très bien. Mais c'est une fanfiction. Et c'est-à-dire que je pense que c'est globalement le gros malentendu qu'il y a autour de ce film, qui est épouvantable, hein, on est d'accord, mais si on veut le voir un peu comme l'analyser un peu sérieusement, c'est-à-dire qu'il y a une première partie où moi j'étais plutôt partant parce que justement il y a ce côté fanfiction, il y a ce côté personnage outrancier où vraiment tout est surligné de ouf et ça fait vraiment écrit par une ado de 14 ans et moi j'étais plutôt partant pour celui-là parce que je trouvais ça assez rigolo de me dire bon qu'est-ce que c'est que ce truc, un peu une semi-parodie, mais en fait à partir du moment où s'enclenche on va dire la romance sérieuse dans la deuxième partie du film on dit mais attends sérieusement là, c'est vraiment ce qu'elle est en train de nous raconter et du coup qui fait en plus, et je pense qu'on a tous mal compris Promising Young Woman parce que ce film là fait quand même l'apologie de la culture du viol de manière assez énervée, c'est-à-dire que c'est quand même un peu une meuf qui dit non et lui qui la violente un peu, elle trouve ça vraiment très excitant et donc t'as une espèce de truc où tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Dans cette histoire-là, ce qu'elle en retire, c'est juste la relation toxique et tout le potentiel du toxique, coup. Toxique, mais vraiment sexy et romantique, voilà, tu vois, parce que c'est un bad boy, le gars, quoi. Elle projette de sexy derrière ça, et c'est vrai que c'est. Lui, c'est vraiment, je suis homme, je coupe bois. Enfin, il y a un truc genre. Je suis énervée, je coupe du bois et mes gros muscles. C'est ce niveau-là, quoi. Et c'est de l'eau partout, de la transpiration. C'est vraiment pour nous surligner qu'on est censé trouver ça sexy. Donc vraiment, il y a des métaphores aquatiques dans tous les sens. Et c'est assez insupportable parce que moi, je pense qu'en fait, elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il y a un truc où on parlait de Sam Raimi en début d'émission, là c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire que Promising Young Woman était déjà monté comme ça et juste c'était moins gênant parce que le scénario était quand même mieux troussé. Là en fait en termes de mise en scène, Emerald Fennell ce qu'elle fait et ce qu'elle a déjà fait sur ses films précédents, c'est que globalement il y a un seul acteur par cadre. C'est-à-dire qu'elle ne fait que des chants contre chants avec une seule personne et elle fait plusieurs valeurs de plan de la même personne. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va couper de manière complètement anarchique. Il n'y a aucune raison en fait de pourquoi ça passe du plan large à un plan serré, si ce n'est de créer une espèce de faux rythme. Ouais, mais le rythme n'est pas créé par le jeu des acteurs, il n'est pas créé par l'intention de la scène, il n'est pas créé par une forme d'intentionnalité du scénario entre guillemets ou de monter en puissance. Il n'y a aucune raison. En théorie, si on va faire schématique, plus tu vas choisir des gros plans, plus ça va être pour faire monter une sorte de tension, pour relâcher la tension, pour la faire augmenter ou pas, et tu vas choisir tes valeurs de plan en fonction de ça. Emerald Fennell, rien à foutre, c'est-à-dire qu'elle monte de manière complètement anarchique et du coup ça n'a. T'es en train de lui donner un cours de découpage. Non, j'analyse la manière dont elle le fait et qui est vraiment mais juste strictement pour créer un faux rythme. Et c'est là où je trouve que c'est ce que tu dis, c'est instagrammable dans le mauvais sens du terme. C'est parce que c'est vraiment genre en fait on cut juste pour pas perdre l'attention du spectateur, sans qu'on ait rien à lui raconter, sans qu'on ait rien à lui dire. Et du coup il y a une espèce de sentiment très désagréable quand on est face à ce film, qui est qu'en fait elle se revendique dans ses références. Enfin, il y a du Ken Russell, il y a une espèce de trucs comme ça qui sont quand même un peu voyants et très pénibles parce que ça ne raconte stricto sensu rien. Voilà. Et alors, est-ce qu'on ouvre le bureau de réorientation professionnelle pour... Mais moi, j'avais bien aimé Saltburn, donc vraiment, je suis un peu le seul autour de cette table. Oui. Moi, je me demande... Tu as quitté la table, d'ailleurs. Enfin, là, à mon avis, sa carrière, elle va en prendre un coup quand même, parce que le film, il est particulièrement très, très mal réussi. Ça va être un carton. Ça va être un carton, tout le monde va aller le voir. Mais tout le monde va aller le voir en sachant que c'est nul parce que tu veux aller le voir. Tu freines à côté de l'accident au bord de la route. Avait été un énorme succès malsaine. Et sincèrement, je pense que vu, on va dire, mais je dis ça sans aucun mépris pour les ados, mais vu le côté très ado, on va dire, du truc, potentiellement, comme l'amour ouf, ça va avoir une résonance parce que tu sens Est-ce qu'on peut arrêter de donner des romances toxiques aux ados? Non, mais en fait, tu sens qu'il y a des scènes qui sont pensées pour que les ados les filment sur leur portable, les foutent sur TikTok. Il y a vraiment des moments où il y a le bon, il y a
montage est fait pour ça. Il y a des séquences clippées avec la musique de Charlie XXXXX. Ah non, par contre, fais pas le boomer. Un peu de Charlie respect, je sais pas comment ça se prononce, sincèrement. Et du coup, c'est voilà. Mais bref, donc il y a vraiment des séquences clippées sur la musique de cette chanteuse qui ne fait pas sa meilleure performance non plus musicale dans ce film-là. Mais bref, tout ça est fait pour que les gens le filment et le mettent sur TikTok. Et du coup, c'est insupportable de cynisme et juste de foutage de gueule, alors que ça se veut arty, ça se veut malin, ça se veut un peu subversif. Ça n'est rien de tout ça. C'est l'enfer. Eh bien, partez, courez loin. Et le dernier film dont on parle cette semaine, c'est Urchin d'Aris Dickinson. Hi guys, I'm sorry to ask. I just wondered if you've got any spare change. For how long was you sleeping in the streets? 5 years. Alors, donc Aris Dickinson, c'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Triangle of Sadness sans filtre, et donc c'est l'acteur de Sans filtre notamment, et là il passe derrière la caméra pour ce film. Manon, je sais que tu as passé une très mauvaise semaine et que tu as vu 2 films que tu as détestés. On va d'abord donner la parole à Alban qui attendait son moment sur le canapé. J'ai encore cru que tu allais me zapper, Elisabeth. Ça va, Alban ? Ça va, très bien. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. C'était quoi ton moment préféré ? Elisabeth, là, all night long. T'as passé l'ascenseur. T'as passé une bonne semaine avec Urchin. Ouais, moi ça va, j'ai plutôt apprécié le film. Alors en fait, moi je connais pas du tout Aris Dickinson. Je le visualise un petit peu, mais j'ai vu aucun de ses films et je connais pas non plus l'acteur principal Frank Dillon. J'ai vu aucune de ses séries. Qui était dans Walking Dead notamment, le spin-off de Walking Dead. Fears que je n'ai pas vu, mais voilà. Du coup, c'était vraiment purement une découverte et le film est intéressant il y a vraiment des choses très réussies, des choses très ratées. J'ai commencé par les choses réussies, qui sont que j'aime bien quand Aris Dickinson filme son acteur et filme l'errance de son acteur et les difficultés qu'il a à entrer en contact avec les autres et à entrer dans le monde. Je trouve qu'il y a une vision très neutre, très chirurgicale de ce personnage où il essaye justement pas de le comprendre, qui se tient à distance. C'est quand même l'histoire d'un gars qui vit dans la rue, qui a des addictions, qui essaye plus ou moins de s'en sortir et qui rechute quand même continuellement dans ses travers et je trouve qu'il surprend par certaines scènes, notamment des scènes violentes, qui est un peu le tournant du film où on comprend qu'Aris Dickinson va complètement lâcher son personnage et en tout cas va pas forcer l'empathie par rapport à ce personnage-là sans lui donner une raison en fait à sa colère et à ses travers, et ça je trouve ça intéressant. Là où le film pour moi échoue un petit peu, c'est quand il essaye de faire des scènes de cinéma expérimental à travers il y a une sorte, à un moment il va filmer des sortes de cellules ou même des sortes d'animaux. Je me demande s'il y a pas des cellules ou en tout cas des gros plans d'oursins. Je pense qu'il y a une raison pour ce film-là qui m'a fait penser à ma thèse, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais cela dit, tu peux nous rappeler le sujet de ta thèse? Je regarde beaucoup de films d'oursins sur des films. L'oursin au cinéma. L'oursin à travers les âges encore plus niche que ton vrai sujet de thèse. Et voilà, et je trouve que le film est intéressant dans ce regard presque documentaire qu'il a sur son personnage. Après. Lorsqu'il s'autorise en fait des sorties surréalistes et des sorties expérimentales, je trouve à la fois que c'est vain parce que c'est une sorte de posture esthétique qui n'amène rien du tout au scénario, et à la fois je trouve qu'il se tire une balle dans le pied parce que il avait un sujet intéressant, il maîtrisait par moment son sujet, il n'arrive pas à le transformer en faisant quelque chose de très efficace. Je trouve que le film pêche aussi, mais peut-être qu'on en reparlera après, au niveau du montage. Je pense que dans les scènes où justement on filme sur cette errance dans la rue, j'aurais aimé voir quelque chose de plus électrique, de quelque chose de plus nerveux, de plus enfiévré, et c'était pas le cas, et je trouve ça dommage parce qu'il le fait par moment. Est-ce que ce côté un peu esthétisant, c'est pas un écueil de premier film, et a fortiori un écueil de premier film d'acteur qui veut un peu prouver qu'il est réel? Mais complètement, et c'est ça qui est dommage parce qu'en fait le sujet il l'avait déjà, il avait pas besoin d'en rajouter. Manon, t'es plus dur, toi. En fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais ouais, moi, du coup, ça m'a vraiment déplu. Je trouve qu'il a un super postulat de base. C'est-à-dire que une des premières scènes du film, c'est ce mec, en fait, qui va agresser physiquement un mec qui va pour lui acheter de la bouffe et qui le prend un peu sous son aile. Il l'agresse pour lui voler sa montre. Et je trouve que c'est quand même un postulat hyper fort. Enfin, ça nous met tout de suite dans une position vis-à-vis de ce mec un peu compliqué. Et je trouve qu'il explore pas du tout ce truc qui était très fort. Il va faire de la prison, il se retrouve face à sa victime, ils organisent, à sa sortie de prison, il a toute une prise en charge un peu pour se réintégrer dans la société. Il y a une rencontre qui est organisée avec sa victime. Là aussi, ça aurait pu faire quand même un moment de cinéma assez fort. Il y a un film très réussi, Je verrai toujours vos visages sur ce sujet-là.
Et pareil, là, il assume pas ce truc, il coupe sa scène au milieu, et du coup, je trouve que toute cette substance super intéressante, il la raconte pas. Et je trouve que du coup, après, on a du mal à comprendre ce personnage qui, bon, il veut raconter un espèce d'auto-sabotage un peu permanent, parce que tout lui est un peu offert pour l'aider, pour se réintégrer. Et finalement, il va toujours s'auto-saboter. Mais je trouve que ça nous met dans un truc d'absence d'empathie totale avec ce mec que moi j'ai pas aimé ressentir en fait. Enfin vraiment ça m'a mis dans une position vis-à-vis de ce personnage que j'ai détesté et je suis pas parce que toi tu trouves que les drogués c'est un peu de leur faute. Exactement, et que genre globalement s'ils sont addicts à l'écran. Voilà bien sûr. Non mais je comprends pas ce personnage et ouais, qui fait toujours les mauvais choix. Il y a un truc un peu qui m'a tenu vraiment. Pourquoi juste il arrête pas de prendre de la drogue en fait. J'aurais pas misé sur toi pour être une social darwiniste en fait. Je vais vous acheter un sandwich monsieur. Non mais enfin je sais pas, et du coup tout est une succession comme ça d'occasions manquées qui est un peu je trouve frustrante à la fin. Ces encartades effectivement fantastiques, moi je les trouve complètement loupées et ça sort complètement du film qui je trouve gérait bien au début son côté un peu documentaire et sa déambulation avec lui, je trouve au début qui est vraiment pas mal. L'acteur est assez formidable pour le coup, un peu trop beau je trouve pour être complètement crédible, mais il est vraiment il y a des gens très beaux qui sont à la rue maintenant. C'est vrai, mais du coup non je m'enfonce putain. Non mais il a un côté au début un peu enfin je sais pas, je trouve que ça fit pas super bien avec le rôle. On pourra couper au montage. Non, on coupe l'émission. Ça a mal démarré dès le départ. C'est l'enfer. Mais un très bon acteur qui va d'ailleurs jouer pour Justine Triet prochainement, j'ai lu. Ah trop bien. Parce que son projet en anglais, Justine Triet, pour celles et ceux qui ne savent pas, le prochain film de Justine Triet est un thriller en anglais. Et voilà. Il sera dedans, cet acteur. Est-ce que vous avez donné son nom? Parce que j'ai même pas l'impression que vous avez donné. C'est Franck Dillian. Ouais, voilà. c'est ça. Et dire Franck Dubosc. Ce serait un plot twist de ma boule. Et en effet, il serait peut-être trop beau pour être. Je voulais quand même rajouter un petit truc. C'était que tu disais tout à l'heure que toutes les chances lui étaient offertes pour s'en sortir. C'est pas totalement vrai, même si le film l'ébauche. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il en fait pas assez, même si on lit de partout que c'est un descendant des premiers Ken Loach sur la veine sociale du film anglais, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et en même temps, on peut pas dire non plus qu'il esquive totalement la question. Effectivement, il va en prison. Effectivement, des moyens lui sont offerts pour s'en sortir. Là, ce que pointe du doigt le film aussi, c'est justement l'aspect très mince en fait de ce qu'on lui propose pour s'en sortir et qui n'est pas du tout adapté en fait à la manière dont lui a vécu pendant 5 ans dans la rue et qu'on lui propose tout de suite de réintégrer une équipe en restaurant dans une brigade qui est quand même très compliquée à gérer. Enfin voilà, je trouve que le film esquisse des points sur un film dans une veine sociale qui échoue par moment, et je trouve qu'il y a quand même de l'idée, et je pense que c'est encourageant de voir ce que va faire Harris Dickinson dans la suite s'il arrive justement à enlever totalement ces côtés superficiels de son côté un peu maniérisme. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait je trouve qu'on voit bien effectivement le projet et toutes les bonnes intentions qu'il a derrière et de cette histoire qu'il a envie de raconter, mais je trouve qu'il y a plein de choses qui sont pas bien faites. Donc c'est une petite recommandation. C'est un tremplin pour la suite. Allez voir ce film-là. Oui. Si vous êtes curieux de découvrir un premier film, voilà, avec effectivement les écueils souvent qu'on a dans un premier film, c'est l'heure des recos de la perche. Perdons pas de temps, Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et Charlie, cette semaine, c'est une contre-reco. Tu as été voir L'Infiltré de et avec Ahmed Silla. J'ai envie de te demander, Charlie, parce que déjà pourquoi préciser que tu l'as vu à 9h30. Ouais, moi c'est ça, ma question c'est pourquoi 9h30? Je me suis levé à 7h pour vous, d'accord? Non mais t'aimes bien le body horror, t'es allé voir ce film. Exactement, je me suis dit. Mais vous vous rendez compte le niveau d'investissement que j'ai pour cette émission? Non. Alors que personne te l'avait demandé. Personne, non mais vraiment j'y suis allé. En fait, T'avais tellement envie de le voir que tu m'as envoyé un message en me disant est-ce qu'on parle de L'Infiltré? J'ai dit c'est pas au programme, t'as dit je le vois quand même. Non mais en fait, en tant que personne qui a adoré Fausse Blonde Infiltrée, je me suis dit, est-ce qu'il y a un truc à sauver de ce film? En fait, j'y suis allé pour Caris, parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a moyen qu'il nous ait fait une petite Terry Crews. Je me suis dit, est-ce que je vais le voir chanter dans une voiture avec un petit air au piano 1000 Miles, je sais pas, une version française. 1000. Je suis pas fier de cette. Franchement, très bon setup juste pour cette vanne. Vraiment super. Vous écoutez les grosses têtes, tout va bien. Et en fait, c'est vraiment 1h30 de vide, quoi. Vraiment, je pense que je préfère aller voir Cocorico 2 alors que j'ai pas vu Cocorico 1. Il ne se passe rien dans ce film. Il y a vraiment. Il y a une blague où parce que il s'agit de, je vais essayer de résumer. Il y a un gang de femmes noires
qui sévit à un moment où le personnage d'Ahmed Silla, qui est un espèce de mec qui s'occupe de la tech dans une section de la police, veut lui devenir agent de terrain. Et bien sûr, il y a une... Bref. Et donc, il devient flic infiltré au sein. Il devient flic infiltré parce que la seule haute femme noire du truc a eu un accident. Et donc, Michel Larocque, qui est un peu sa chef. Qui est une femme noire aussi dans le film. Agathe Cléry, le diptyque. Ça dit n'importe quoi. Lui dit en gros, écoute, si jamais, vu qu'il loupe tout le temps son examen, si jamais tu réussis à infiltrer ça, on te donne ton examen d'office. Et du coup, il se déguise en femme, c'est ce qui se passe. Il se déguise en femme pour infiltrer ce gang. Et donc une des scènes du film par exemple, c'est qu'il doit ramener de la drogue en prison, et donc bien sûr vu que c'est dans des espèces de petites boules en mode boule de geisha, où est-ce qu'il doit le mettre pour pouvoir la faire passer en prison, sauf que le personnage d'Ahmed Silla n'a pas de vagin, donc je vous laisse imaginer où est-ce que ça va. C'est très très compliqué, cette scène était très très compliquée. 9h30 du mat en plus. Mais voilà, c'est pour vous expliquer un peu ce que j'ai dû endurer. Est-ce que t'étais à l'UGC Nation avec les croissants ou pas? Non, j'étais à Châtelet. Sans les croissants. Ouais. Cauchemar, ce que tu m'as raconté. Je mangeais des pop-corn en même temps que la séquence de l'anus, c'était très sympathique. ça donne du corps à la mixture. Mais non, en fait, je pense que le principal problème du film, à part le film en lui-même, c'est que tu sois allé le voir ou non, mais c'est qu'en fait ce gang de femmes noires aurait pu être interprété par des femmes blanches entre guillemets. Le personnage de Ahmed Silla aurait pu être joué par Franck Dubosc en fait, et c'est ça que je trouve un peu dommage. Je voulais pas arriver avec mes grands trucs politiques sur le côté misogynoir machin, mais vraiment ce n'est pas du tout utilisé dans le film en fait, ou alors c'est très très accessoire, et du coup je trouve que le film manque un peu de ce que Fausse Blonde Infiltrée a réussi, c'est-à-dire de jouer sur certains clichés liés à la culture noire. Alors après, effectivement, on n'a pas la même, on va dire, culture qu'aux États-Unis sur ces questions-là, vu qu'on est un pays universaliste où les races n'existent pas. Mais voilà, c'est ça que je trouve un peu dommage, c'est que le film aurait vraiment pu... Une occasion manquée, quoi. Ouais, s'amuser un peu. Enfin, même Caris, il est pas ouf dedans, quoi. C'est trop dommage. Ouais, Caris joue dedans. T'as raté le début, Rita. Il y allait pour Caris. J'y suis allé vraiment pour Caris. Et vraiment, ça n'a aucun intérêt. Il y a une scène assez intéressante où d'ailleurs elle va à la prison et elle arrive à se tirer du fait qu'elle doit coucher avec le mec à qui elle doit filer la drogue en lui apprenant un truc sur le consentement. Et plutôt que de nous montrer la scène où elle lui apprend, on te montre juste après quand elle a réussi à le convaincre de ça. Et donc il y a vraiment des choses qui auraient pu être drôles. Le problème des scènes, c'est qu'il faut les écrire, c'est chiant. C'est relou, hein. C'est relou de faire des ellipses. Donc voilà, c'est un peu dommage. Ahmed Silla nous fait un peu du film de personnes racisées pour personnes blanches, comme d'habitude. J'aurais au moins espéré que son rôle de femme, il nous ait proposé quelque chose, surtout vu la sauce qui s'est pris de tous ces détracteurs de oui, il s'habille en femme, il est homosexuel, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a des tas d'acteurs français qui ont joué des femmes dans plein de films et qui l'ont fait très très bien, sans que ça entraîne toute une espèce de questionnement de la sexualité. Donc ça représente aussi des problèmes qu'il y a un peu au sein de certaines parties de la communauté noire sur ces questions-là, mais il l'a fait pour rien, puisque son personnage, quand il est en femme, entouré de femmes et qui doit faire la femme, ne fait que quelques petites répliques qui ne sont pas du tout à la hauteur des quelques sketchs qu'il a fait en femme, où il reprend Karine Le Marchand, où pour le coup là il joue vraiment quelque chose. Il joue justement sur ce malaise, mais il en fait quelque chose, alors que là dans le film vraiment je ne comprends pas. Dispensez-vous le film et peut-être aller voir effectivement les sketchs que tu mentionnes. Et juste Charlie vient plus souvent parce qu'on a besoin de gens pour aller voir ce genre de projet. On a besoin de discuter de Muriel Robin et d'Agathe Cléry et de Agathe Cléry. Et ben c'est bien, on vient de parler d'un mauvais film et justement on va avoir une carte blanche sur les nanars. Jingle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Rim, pour conclure cette émission de très haute qualité, tu voulais faire un plaidoyer pour la défense des nanars. Et oui, après la réhabilitation du blockbuster par Riri il y a quelques semaines, je vais tenter ce soir de réhabiliter une autre catégorie de films assez méconnue, il me semble, à savoir les nanars. Souvent, quand je dis que je regarde des nanars, on me demande mais pourquoi sous-entendu, mais pourquoi tu perds ton temps devant des mauvais films. Je voudrais déjà faire une petite précision sémantique pour qu'on arrête de les confondre. Un nanar n'est pas un navet.
Un navet n'est rien de plus qu'un mauvais film dont on peut d'ailleurs se demander s'il a été réalisé pour torturer sciemment ses spectateurs, ce qui n'empêche d'ailleurs pas certains navets d'avoir du succès au box-office, ceci dit. Le Nanar, lui, est un film tellement mauvais qu'il en devient bon et même réjouissant, voire complètement fascinant. D'ailleurs, en anglais, il n'existe pas de mot pour désigner le nanar, puisqu'on utilise la périphrase « a film that's so bad, it's good ». Et finalement, c'est bien là que réside son intérêt. Le nanar fait tout mal, mais le fait tellement bien qu'il en devient une œuvre unique, un apex de la pensée qui repousse les limites de l'imagination, nous emmène dans des territoires où on ne pensait jamais pouvoir aller. Encore plus loin que les limites du bon goût, c'est les limites du bon sens qui remet sans cesse en question. C'est vrai. Il est donc symptomatique d'une autre manière de voir et de critiquer des films et de les concevoir, puisque ce ne sont plus à l'aune des critères habituels de bon goût, de beauté, que l'on juge les films, mais plutôt l'extrême inverse. Plus c'est mauvais, meilleur c'est. D'ailleurs, difficile de détourner son regard d'un bon nanar, tant la surprise, la stupéfaction ou la consternation sont les émotions qui priment lors du visionnage. Aimer les mauvais films sympathiques, comme les appelle Nanarland, l'encyclopédie du genre, c'est finalement accepter un renversement des valeurs, une fête des fous cinématographiques et le spectacle d'une liberté totale, parfois salutaire, dans un contexte d'aseptisation et d'uniformisation des films dans certaines industries. Oui, c'est toi que je regarde, Hollywood. De fait, je rapprocherai peut-être un peu facilement, les producteurs de nanar des réalisateurs de films expérimentaux qui, par leur production qu'ils réalisent contre vents et marées, avec les moyens du bord, dans une sorte de jusque-boutisme absolu, ou désespéré au choix, proposent une façon de résister à l'industrie cinématographique et à ses codes et conventions qui les rejettent. Parce que non, un nanar, ce n'est pas un film qui cherche à faire mal, c'est un film mauvais à son insu. Si certains films relevant du cinéma d'exploitation sortent sur une mode, on pense à la multitude des pastiches ratées de Star Wars ou l'Indiana Jones Exploitation par exemple, les nanars viennent souvent d'une initiative tout à fait honorable des réalisateurs qui ont tenté à tout prix de faire un film, parfois le film de leur vie, qui croient plus ou moins aveuglément en leur sujet, en leurs acteurs, en leur décor, mais faute de moyens ou à cause d'un melon démesuré à voir, rien ne fonctionne. Souvent les deux en même temps. Tout à fait. Je citerai le cas de Menahem Golan, réalisateur d'un film qui s'appelle The Apple ou BIM Stars selon les titres, sorti en 1980. Quand il y a plusieurs titres, c'est jamais bon signe. Qui, avec ce projet de comédie musicale de science-fiction futuriste, voulait rendre hommage à un de ses genres préférés, mais a connu l'un des échecs critiques et commerciaux les plus cuisants de sa carrière. Et pour cause, lors de l'avant-première de son film, on avait distribué des vinyles de la bande originale en cadeau, qui se sont rapidement transformés en frisbee, puisque les spectateurs se sont servis pour les balancer sur l'écran, devant la nullité des numéros musicaux. Golan a très mal vécu sa situation au point d'en faire une tentative de suicide, mais je vous rassure, il s'en est remis. Et son film est aujourd'hui culte. Mais cette anecdote révèle bien le côté entier de ces créateurs finalement qui misent toute leur carrière et parfois leur intégrité physique sur leur œuvre. Et ne serait-ce que pour cette confiance absolue, un nanar mérite d'être vu. Par ailleurs, je voudrais réparer une injustice. Je crois qu'on ne soupçonne pas la richesse du nanar qui non seulement touche tous les genres cinématographiques existants, mais crée parfois ses propres catégories. Elles sont nombreuses, mais je citerai peut-être ma préférée, le nanar de doublage, soit un mauvais film qui gagne en nanarditude par son doublage raté. En général, les cinéphiles préfèrent regarder un bon film en VO, un bon nanar est meilleur en VF. Bien sûr. De nombreux nanars sont ainsi devenus cultes pour leur doublage, mais je parlerai d'un exemple assez connu mais absolument exceptionnel, le film américain Dumbbells, sorti en 2014 de Christopher Livingston. À l'origine, une petite comédie complètement inoffensive diffusée sur Netflix, qui serait passée complètement inaperçue si sa veste absolument désastreuse n'avait pas attiré l'attention sur elle. Faite on ne peut plus à l'arrache, par des amateurs en Afrique du Sud, selon la légende, avec une traduction complètement incompréhensible dont on croirait qu'elle est sortie d'une IA bourrée. Elle en est arrivée à modifier profondément le film au point d'en créer un deuxième parallèle qui n'existe que par ce doublage, donnant lieu à certains dialogues dont on se demande si on les a hallucinés lors d'un épisode psychotique ou si se sont bien déroulés devant nos yeux. C'est aujourd'hui une des versions les plus recherchées, enfin la version la plus recherchée du film, puisqu'une fois alerté, Netflix a retiré cette version de la plateforme et l'a remplacée par une version réalisée par des professionnels, aux grandes dames des amateurs de nanar francophones. Finalement, cette anecdote, elle révèle aussi une autre caractéristique du nanar, à savoir qu'un nanar, ça se mérite. Ils sont en effet souvent très difficiles à trouver, puisque la plupart ne sortent qu'en vidéo, ou même ne sortent pas du tout, et nécessitent une recherche acharnée. Nanarland, d'ailleurs, fait un travail de recension, donne le degré de rareté des films. Et si Internet a rendu la recherche et le partage plus facile, que de frustration l'amateur de nanar ne doit-il endurer face à certains films malheureusement introuvables. Finalement, être nanarophile, c'est partager le fardeau de tout cinéphile. Chercher un bon nanar, ça veut aussi dire regarder beaucoup de très mauvais films avant de trouver la perle rare, la petite pépite qui mettra du baume au cœur et réjouira nos zygomatiques. C'est un sacerdoce,
mais le chemin vaut la peine. Merci Rim, et on aime tellement les nanars qu'on a quand même The Room qui est quoté dans notre... Oui, il y a The Room. Non, mais si je peux me permettre juste un truc, super carte blanche, bravo. Non, il y a pour les gens en fait que ça intéresse le nanar d'une manière générale et qui connaissent pas trop et qui voudraient une porte d'entrée, il y a 2 saisons d'une série courte sur Arte qui s'appelle Nanaroscope, qui a été faite par les gens de Nanarland. C'est super bien, c'est hyper didactique, c'est hyper intéressant, ça vous donne plein de trucs en fait sur comment c'est fait, d'où ça vient. C'est pour tous les gens qui aiment le cinéma et qui veulent découvrir les nanars, allez regarder ce truc-là si vous n'y connaissez pas déjà. Et un jour on fera un focus sur les nanars, on vous l'avait promis. Nanarland, c'est le site. Shondaland, donc. Ouais, bah c'est peut-être s'ils ont créé créa avant. Franchement, là, on est tous. C'était quoi, Chouchonda fatigué. C'était la fin de l'émission. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à la semaine prochaine.